Bonjour et bienvenue dans La Capsule. La Capsule, c'est l'émission qui revient sur l'histoire et sur vos souvenirs. Jeux vidéo, manga, culture, littérature, musique, bref, on revient sur l'histoire. Et aujourd'hui, je m'attaque à un cadre du jeu vidéo français. J'ai l'honneur de recevoir avec moi Marcus. Bonjour Marcus. Merci Amine, c'est gentil comme introduction, ça fait plaisir. Ah ouais, il faut bien, t'es le roi du gaming en France. Ouais, le roitelet, ouais, bon, bah, en tout cas j'ai de l'ancienneté, voilà, c'est déjà ça. Je suis un monument, on va dire. C'est ça. Un monument. Je suis le Michel Drucker du jeu vidéo, voilà. C'est souvent ça qu'on dit, ouais. Et il y a un peu ça, il y a le côté longévité. J'ai commencé dans la presse écrite il y a longtemps, et puis les gens me connaissent surtout depuis Game One, depuis 98. Donc tu vois, déjà rien que ça, moi j'ai commencé ma carrière en 89, mais 98 c'est déjà lointain, c'est déjà le siècle d'avant. Et bah, très bien Marcus, déjà merci de venir dans la capsule sur Game One. Les téléspectateurs te connaissent depuis des années, comme tu l'as dit, depuis 98. Ouais. Mais justement, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et d'où viens-tu? Qui est Marcus? Marcus s'appelle Marc Lacombe, en vrai. Les gens ne le savent pas toujours, mais il y en a beaucoup qui le savent. Je suis un enfant des années 70, je suis né en 66. Donc à une époque où le jeu vidéo n'existait pas du tout. Il y avait zéro jeu vidéo quand je suis né, vraiment. Et quand j'ai eu 10 ans à peu près, en 77 environ, tout à coup est arrivé Pong. Premier jeu, on pouvait jouer avec la télé, on pouvait interagir avec la télé, ce qui était incroyable pour l'époque. C'était juste deux rectangles qui se renvoyaient une balle carrée. On ne sait pas comment ça pouvait rebondir, mais ça rebondissait. Et surtout, il y avait un score et on pouvait jouer en famille et s'amuser. Et il y avait le côté interactif, le côté jeu de société. Donc tout de suite, moi, ça m'a parlé. Et dès le début, j'ai été fasciné par les jeux vidéo. Et j'ai eu la chance de grandir en voyant les jeux vidéo évoluer. D'abord en noir et blanc avec 2 bips, et puis après la couleur. Alors 8 couleurs, on va se calmer. Et puis encore des bips, et puis après une petite synthèse vocale. Et voilà, et j'ai vraiment eu la chance d'assister à la naissance du jeu vidéo jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est réalité virtuelle, images de synthèse, etc. Et j'ai eu surtout la chance d'en faire mon métier, donc c'est ça qui est absolument incroyable. J'ai fait des études de communication, je voulais être soit journaliste, soit créatif dans la pub, mais j'imaginais pas une seconde être testeur de jeux vidéo. C'est un métier qui n'existait pas quand j'étais petit. Tu rêvais pas d'être youtubeur ou testeur de jeux vidéo. T'as été précurseur sur ça. Mais justement, en parlant de Marcus enfant, dans quelle famille justement tu grandis? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Comment est Marcus enfant? Alors j'ai une petite sœur qui s'appelle Isabelle. On a 2 ans d'écart, c'est pas énorme, donc on jouait beaucoup ensemble, et notamment aux jeux vidéo. On s'est toujours bien entendu. C'est plutôt une famille. On est très cool. Mon papa était cadre, ma maman secrétaire. On a vécu heureux en région parisienne, toujours, Montrouge, Bagneux, Malakoff, cette petite zone-là. Une belle enfance, quoi. Vraiment, j'ai vraiment des très bons souvenirs d'enfance. Je suis resté un enfant à l'intérieur. Ma grand-mère a beaucoup compté pour moi. J'avais pas de nounou, mais j'allais chez mes grands-parents. Donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, c'est vraiment des gens qui m'ont appris en fait la bienveillance. C'était des gens très gentils. Qui nous gronderaient rarement. On faisait pas beaucoup de conneries, mais voilà, ils haussaient rarement le ton. C'était plus, vraiment, ça jouait sur la confiance et la bienveillance. Et voilà. Il y a une petite anecdote qui m'a traumatisé, je peux t'en parler si tu veux. Je vais m'allonger sur le divan. Je sais pas, je devais avoir 6 ans ou un truc comme ça. Et tous les mercredis, j'allais chez mes grands-parents et on allait au marché, et ma grand-mère ou mon grand-père m'achetait un petit jouet, un petit Playmobil, un petit truc comme ça, tu vois, une petite boîte de Lego. Et là, j'avais vu un très beau autobus, mais ça coûtait très cher. Peut-être ça coûtait 30 francs, alors qu'un Playmobil coûtait 5 ou 10 francs. Et je voulais absolument ce truc-là, mais c'était trop cher. Donc, elle m'a dit, peut-être pour ton anniversaire, etc. Et elle n'a pas voulu me l'acheter. Et donc, j'ai un peu fait la tête. Elle m'a dit, écoute, puisque c'est comme ça, rien du tout, pas de jouet aujourd'hui. Donc, j'étais renfrogné. Et sur le retour, j'ai foutu un coup de pied à ma grand-mère. Ah ouais, complètement. 50 ans après, je m'en veux encore. Tu m'étonnes. Et toute sa vie, j'ai dit... Et elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas engueulé. Elle n'a rien dit. Mais le regard m'a fait comprendre que c'était horrible, j'avais trahi sa confiance, c'était pire que tout. Et aussitôt, je m'en suis voulu tout de suite. Et après, je me suis excusé tout de suite. Et toute ma vie, je me suis excusé. Et toute sa vie, je me suis excusé de ce truc. Et à chaque fois, elle me disait, mais non, mais t'étais petit, t'étais un peu colérique, ça arrive. Et ça m'a marqué, cette anecdote. Et le fait de pas de gronder un enfant, encore moins de le taper ou je sais pas quoi, mais de juste lui faire comprendre que
la confiance, c'est un truc essentiel et que tu as brisé ça. Et ça m'a vraiment. Je peux dire que ça a guidé toute ma vie, mais j'essaie d'être le plus bienveillant possible avec les gens. J'essaie toujours de me mettre à la place des gens dans leur tête. Quand quelqu'un fait, même s'il fait de la merde, je me dis, mais pourquoi il fait ça en fait? Et souvent, tu trouves les explications, tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de méchanceté derrière. Souvent, c'est juste de l'égoïsme et tout ça. Ouais. Mais ça évite de monter dans les tours, de se rentrer dedans. Quand tu comprends pourquoi les gens font les choses, on arrive à les régler en général, on arrive à résoudre les problèmes. Alors que si tu te braques sur tes positions en disant mais ce qu'il a fait c'est inacceptable, et quel con, et voilà, là on résout rien du tout. Exactement. Donc voilà. À cet âge-là, Marcus, quand t'es enfant, comment t'es à l'école? Est-ce que t'es un enfant populaire ou est-ce que t'es plutôt l'enfant timide Ah non, moi je suis, tu sais, quand on fait les équipes, je suis le dernier qu'on prend. Ils prennent tous les autres. Puis, on va prendre la combe. Mais bon. Puis moi je reste dans les buts à l'arrière avec l'autre copain, le deuxième qu'on choisit en avant-dernier, et on papote au lieu de s'occuper, on s'en fout du foot et tout ça. Pas du tout sportif, jamais fait de sport de ma vie. Le mercredi, je préfère rester à la maison chez mes grands-parents, à regarder des dessins animés, Scooby-Doo, tout ça. Les visiteurs du mercredi, pour les plus vieux qu'on connu. Voilà, j'étais très casanier. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais un ou deux amis vraiment solides, mais très peu. J'étais pas non plus la victime, voilà, mais très casanier. Tu préfères rester à la maison jouer, dessiner. D'ailleurs, en parlant de dessiner, t'as créé ton propre super-héros. Oui, c'est l'Intrépide. Raconte-nous. Et tu vois, par exemple, le fait de dessiner, j'adorais la bande dessinée. Moi, j'ai adoré Astérix, Gaston Lagaffe, tout ça. J'ai été élevé à ça vraiment, et j'adorais ça. Et j'adorais les super-héros. Je lisais Strange avec Iron Man, Spider-Man, etc. Et vraiment, c'est un truc. Le dessin, la bande dessinée, ça m'a permis de m'exprimer un petit peu, de faire rire les gens sans être sur le devant de la scène. C'est-à-dire, tu fais ta bande dessinée. Je la vendais 1 franc. J'avais un magazine, ça s'appelait Faits divers, avec le jeu de mots, c'est des faits divers, genre l'hiver, où il fait froid. Ça ne volait pas très haut, mais c'était. Mon papa faisait les photocopies. C'est des trucs un peu parodiques, un peu dans le genre de Gottlieb. Je dessine un peu dans le style de Gottlieb. Bien plus mal, mais voilà. Et donc je faisais ça et je le vendais au collège. Ça, c'était au collège. Je reviendrai après sur l'Intrépide, mais et ça m'a permis vraiment de faire rire les gens à travers l'écriture et le dessin. Et ça m'allait très très bien comme petite notoriété parce que voilà, j'étais caché derrière l'écriture et les dessins. Et je n'étais pas sur le devant de la scène, mais je voyais que ça me rendait un peu plus populaire et les gens aimaient bien mes BD et voilà. Et donc, bien avant ça, je faisais des BD, alors juste pour moi, là, pour le coup, c'était pas pour les vendre, même si c'était qu'1 franc. Et donc, je suis parti un été en vacances à Juan-les-Pins. Mes parents m'ont offert un recueil de Strange épais comme ça, avec plein d'aventures. J'ai tout lu, en fait, dans le train. Et arrivé là-bas, j'avais plus rien à lire. Et je me suis dit, il y avait Strange, c'était tous les mois, donc je pouvais pas en racheter un autre. Je vais faire mon propre super-héros. Donc j'ai copié ce que je voyais dans Strange, c'est-à-dire l'invincible Iron Man, l'incroyable homme araignée et l'intrépide Daredevil. Et donc je mélange tout ça et je crée un héros, et je cherche un nom, et je me dis je vais l'appeler l'intrépide, comme l'intrépide Daredevil. Je lui pique son qualificatif et ça devient le nom du héros. Et c'est un petit super-héros tout nul qui a des rayons laser, des champs de force, des trucs comme ça, et qui combat le voleur vert, qui est un gars habillé en vert et qui vole des trucs. Vraiment, c'est nul. Inspiré du bouffon vert. Voilà, exactement. Oui, voilà, tu vois. Donc vraiment, il n'y a rien de très original. C'est un remix de tout ce que j'ai à l'époque. Et c'est très premier degré. C'est-à-dire, dans mon esprit, j'avais une dizaine d'années. Je voulais vraiment qu'il ait des beaux muscles. Voilà. Mais je ne savais pas dessiner les pectoraux. Donc, il a un pectoral là, un autre par là, un peu en diagonale. Il a un slip mou. On dirait qu'il a des gants de cuisine parce que je ne savais pas dessiner les doigts. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Mais j'ai quand même fait 8 pages. Au fur et à mesure, c'est-à-dire j'ai pris la première page, j'ai fait la première case, ensuite j'ai fait la deuxième, la troisième, ce qui fait qu'il y a des gros problèmes de mise en page. T'as un personnage qui parle là et l'autre qui lui répond, mais les bulles sont inversées parce que je les avais mal positionnées, j'avais pas réfléchi au texte, puis j'avais même pas réfléchi à l'aventure. Après, quand j'ai fait la BD, je faisais un petit scénario. Ensuite, je faisais un espèce de brouillon rapide de savoir où j'allais mettre les cases. Je dessinais très vite. Et puis après, je faisais case par case avec une belle mise en page, etc. Je me suis professionnalisé. Mais là, c'est vraiment... Il y a même des cases qui sont rayées. J'avais pas la place de dessiner. Donc, j'ai rayé la case. La case est grande comme ça, alors que les autres sont comme ça. Et donc, voilà. Je fais ça. Je colorie avec des feutres. Donc, il est vert au début foncé.
Et puis au bout d'un moment, j'ai plus de vert foncé, donc il devient vert clair parce que j'avais plus de feu de vert foncé. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme Avec ça. les moyens du bord, ouais. Ouais. Et puis c'est recto verso, donc ça veut dire que j'ai dessiné là, puis après j'ai dessiné derrière, puis le feu de là, il a bavé derrière. Bah oui. Donc là derrière, tu vois le dessin qui est de l'autre côté. Vraiment, ouais. Tu les possèdes encore aujourd'hui? Bien sûr, il c'est est dans ça une vitrine à la maison, Incroyable. précieusement conservé. Moi, je garde tout, donc Ouais. même je fabriquais des jouets, par exemple, pour des vaisseaux de Star Wars. J'avais pas les moyens de les acheter, donc j'ai fabriqué en carton. J'ai encore gardé ça, et c'est les trucs dont je suis le plus fier. Ouais. Ça montre qu'on peut faire des choses sans argent, Exactement. avec juste de l'imagination et en bricolant, on peut fabriquer des choses. Exactement. Et justement, tu dis dans ta biographie que ta maman était une grande dessinatrice. Oui, Elle c'est était vrai. très forte et artiste. Et est-ce que Ouais. justement, elle t'a inspiré dans toutes ces créations-là? Dans l'Intrépide, dans tes jouets, dans... Ouais, alors j'ai une famille d'artistes. Mon tonton aussi, le frère de ma maman, il peignait, il dessinait, etc. C'était j'ai baigné un peu là-dedans. Il y a que mon papa qui sait pas dessiner. C'est très drôle de faire des Pictionary avec lui parce qu'un bonhomme, c'est un bâton, tu sais, en allumette, et un chien, c'est pareil, sauf qu'il y a 4 bâtons pour les 4 pattes. Et c'est très drôle voilà. Mais ma sœur dessine. En gros, tout le monde dans la famille est un peu artiste. Ma maman jouait du piano aussi. Et alors, petit détail qui m'a aussi marqué, que je vois encore aujourd'hui, ma maman avait un problème, un handicap aux doigts. Il manquait des doigts. Elle a quasiment pas de doigts et juste des débuts de phalanges, etc. Et malgré ça, elle jouait du piano. Elle a été dactylo, donc elle tapait à la machine. Et elle dessinait. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de salons et je croise beaucoup de gamers qui ont des handicaps divers, plus ou moins graves. Mais tous, ils arrivent à jouer et je trouve ça fascinant. À chaque fois, je leur dis, toi, tu galères, tu as des problèmes physiques, mais je suis sûr que si on fait un Street Fighter, tu vas me poutrer. Moi, mon handicap, c'est les gros doigts. et je suis toujours admiratif des gens qui ont un handicap, quel qu'il soit, et qui le surmontent, à travers une passion. Donc, ma maman, c'était le dessin, la musique. Mais les gamers, je vois, c'est le jeu vidéo la plupart du temps, qui est un moyen d'évasion incroyable. Quand tu es coincé sur un fauteuil roulant, tu as des difficultés à marcher, et chevaucher dans Ghost of Yotei, c'est un truc génial. Et donc, les mecs contournent par tous les moyens. Il y en a qui ont une seule main, ils arrivent à jouer avec une seule main. Voilà. Hier encore, j'étais à Lyon pour un salon et j'ai rencontré un gars en fauteuil qui a en gros une main fonctionnelle et l'autre pas. Et il arrive quand même. Alors, il peste un peu parce qu'il y a certains jeux, il me dit il y a des jeux, c'est galère. Il faudrait dire aux créateurs de jeux, chez Ubisoft, tu les connais, qui pensent à faire une config où on peut jouer d'une main, etc. Donc, mais ils contournent toujours, ils trouvent toujours des moyens. Ils jouent avec les genoux, ils calent la manette sous le coude. C'est très fort. Et au final, ils jouent mieux que moi. donc, bravo, les gars. Ils ont du talent, ils ont du talent. Et ça, voilà, ça me vient de ma maman, ce côté. Je trouve ça beau de surmonter les épreuves. Et de les surmonter grâce à la passion, à ton entourage, à la bienveillance des gens. C'est pas de la pitié, voilà, les gens sont avec toi pour faire les trucs. Et voilà, c'est un des trucs de mon enfance qui rejaillit encore aujourd'hui, quoi. Très bien. Passons le Marcus enfant. Tu grandis, on arrive dans tes études supérieures. Qu'est-ce que tu fais comme études, justement? Tu nous as dit tout à l'heure des études de communication. Alors j'ai fait un bac B, donc c'est économie, ça n'existe plus maintenant, mais c'était économie. Et après, je savais pas trop quoi faire, donc je m'étais dit, voilà, journaliste ou créatif dans la pub, j'aimais beaucoup. C'était l'époque de Culture Pub, tu sais, cette émission qui montrait plein de pubs rigolotes. J'aimais bien écrire, ça me venait de la BD. J'aimais bien trouver des petits slogans, des petits trucs assez fun. Et je me dis, créatif dans la pub, ça me ferait marrer. Qu'on me dise, tiens, faut faire de la pub pour les pâtes. Qu'est-ce que tu vas trouver comme idée? Le côté brainstorming, on se met à plusieurs. Voilà, il va y avoir un côté visuel, un côté, il faut trouver l'idée, il faut la mettre en place. J'aimais bien cette idée. Et journaliste aussi, ça me plaisait bien. J'aurais bien aimé faire des reportages, des trucs comme ça. Quelque chose en rapport avec l'écriture, en fait. Vu que ça venait de la BD et qu'à travers l'écriture, je voyais que j'arrivais à faire rire les gens. Mes petites copines aussi, je leur envoyais des lettres rigolotes. Donc, j'ai forgé mon écriture là-dedans. Il faut dire que j'ai beaucoup lu... j'adorais, par exemple, San Antonio. J'ai presque lu tous les San Antonio. C'est des romans policiers. Mais c'est Frédéric Dard qui écrit. Et c'est un peu l'équivalent d'Audiard, Michel Audiard, pour les films que j'adore. Les Tontons Flingueurs, tous ces trucs, tu vois. Il y a une espèce de verbe, de truculence qui est vraiment génial. Et il joue beaucoup avec l'écriture. Typiquement, dans San Antonio, il va faire une phrase qui fait 3 pages. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et une fois qu'il a fini, il dit « Ouais, ok, la phrase, elle fait 3 pages, il n'y a pas de virgule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des virgules? Tiens, voilà des virgules. » Et il met 3 pages de virgules. D'accord, Tu vois? Et j'aimais bien briser le 4e mur, ça, j'adore ça. Parler aux gens comme s'ils étaient là. J'ai toujours aimé ça. Donc, dans mon écriture, j'ai essayé de reproduire ça. Même dans mes BD, j'ai fait 2-3 autres BD où le héros casse les cases. Il se fait écraser par les cases.
Et donc, il casse la ligne pour sortir, tu vois, ce genre de truc. J'ai toujours bien aimé, ça m'a toujours fasciné, toutes les émissions, les films, tous les trucs où tout à coup, on sort de la fiction et le mec regarde droit dans la caméra et il sait que t'es là. Ouais. Ferris Bueller, par exemple, le film, à la fin, il y a le générique et puis il revient et il est en train de se brosser les dents. Bah, vous êtes encore là, mais le film est fini, il faut pas rester là. Et je sais pas pourquoi, j'adore. Ouais, et si tu regardes bien Level 1, il y a un peu de ça. Ah oui, oui, C'est-à-dire carrément. que je parle aux gens comme s'ils étaient là. Carrément. Et Retro souvent- Game One aussi. Il y a eu Ouais, beaucoup et Retro Game One, voilà, et ce j'adore petit ça. aspect. Ouais. J'ai fait de Level 1 où c'était des jeux vraiment nuls. Et je disais, non, mais regardez, changer de chaîne, c'est nul. Moi, chez mon métier, je suis obligé de rester, mais allez-y, rentrez chez vous. Je pense jamais aucun animateur n'a dit, arrêtez de me regarder, il y a des programmes plus intéressants. Tu vois. Voilà, mais Et j'adorais carrément. cette idée. Mhm. Et ça me vient de ça, de l'écriture, de San Antonio, etc. D'accord. Ok. Donc, études plutôt orientées vers l'écriture, la communication. Mhm. Donc j'ai fait donc d'abord le bac et ensuite une fac de communication à Sancier, Paris 3. C'était tout neuf, ça s'appelait le LAEC, Lettres, Arts, Expression, Communication. D'accord. Donc pour des mecs qui font de la communication, ils appellent leur truc LAEC. T'as l'impression que tu vas vomir. Déjà, j'aurais dû voir que c'était nul dès le début. Je crois qu'ils ont mis 5 ans à renommer le truc éclat. Ok. Expression, Ouais. communication, lettres, art. Tu vois, il y a quelqu'un qui a dit, Ça passe mieux. quand même, là, avec les gars, c'est pas possible. Et voilà. Mais nous, on était les premiers. Donc, j'ai fait première année de... Attends, c'est quoi? Il y a licence, maîtrise, et avant, c'est quoi? Doug. C'est un Doug, voilà. Doug, ouais. Je sais même pas si ça existe encore, les Doug. Je crois que si, ouais. Je crois que c'est vrai. Donc, Doug Lake. Alors, vraiment, les trucs. Donc, première année, j'ai vraiment la première année. Ils venaient d'ouvrir la formation, si tu veux. Donc, première année de Doug Lake, et puis la deuxième année aussi. En gros, j'ai rien appris du tout. C'était de la branlette intellectuelle. Les mecs se croyaient l'élite de la nation, mais ils n'étaient pas foutus de trouver un nom pour leur formation. J'avais des petits cours de pub, c'était un peu intéressant. J'ai eu quand même des cours de journalisme avec Pierre Péan, qui était un mec qui avait travaillé pour le Canard enchaîné, D'accord. qui avait révélé, c'est vieux, mais l'affaire des diamants de Bokassa, des avions renifleurs, c'est des grosses affaires des années 70. Ouais. C'est un vrai journaliste et le mec était hyper intéressant. On aurait dit Charles Bronson et la petite moustache. La grosse moustache. Ouais, franchement. Trop fort, ok. Mais il était super intéressant à écouter. Il dit voilà, le principal outil du journaliste, c'est ça. Et bam, il avait un carnet d'adresses avec plein de trucs de post-it, le truc était épais comme ça. Colombo, ouais, voilà, le vrai inspecteur. Et ça, c'est mon petit travail. Et là, il y a des ministres, il y a plein de gens. Et voilà, et j'ai retenu ça. Après, ça parlait pas trop d'écriture, si tu veux. Et lui, c'est du journaliste d'investigation, donc c'était très différent de ce que je voulais faire. Mais le mec était super intéressant. Très bien. Tout le reste, je me souviens qu'il y avait, tu pourrais prendre des options. Il y en avait une, c'était le labyrinthe dans la cathédrale gothique. Tu dis putain, j'ai bien trouvé du travail. Je suis expert en labyrinthe dans la cathédrale gothique, ça va être super, quoi. Bref. Et donc voilà. Et arrivé à la licence. Genre ils ont pas l'aval du ministère pour faire une licence en fait. D'accord. Donc c'est tout juste. Donc on est obligé de bouger un peu. Il faudrait faire des actions un peu syndicalistes, pas des trucs, aller au rectorat, je sais pas. Et alors qu'on est dans une fac de communication, les gens sont censés apprendre la pub, etc. Mais il n'y en a pas un qui a une idée. J'en sais rien. On va aller se foutre à poil sous la tour Eiffel ou un truc un peu. On va faire des pancartes et on va aller au rectorat. Putain, les mecs. Et ils se prenaient pour des génies, tu vois. Ouais. Donc moi, je voyais ça avec beaucoup de dédain, en fait. Voilà. Et puis finalement, quand même, par miracle, la licence a été faite. Donc j'ai fait la 3e année. Et après, rebelote pour la maîtrise, ils n'avaient pas le tampon du ministère pour la maîtrise. Donc ils nous ont dit, là, on n'arrive pas à l'avoir. Donc vous faites votre maîtrise cette année. Il n'y aura pas le tampon du ministère à la fin, mais on devrait l'avoir l'année prochaine. Donc l'année prochaine, vous vous réinscrivez. Donc je fais l'année de maîtrise. Donc techniquement, j'ai bac plus 4. Et vous passez vos UV. Mais par contre, vous ne pouvez pas soutenir votre mémoire. Il faudra le faire l'année d'après. Mais l'année d'après, vous reprenez 1 ou 2 UV pour le principe d'être inscrit. Vous avez déjà vos UV de l'année dernière qui sont engrangés. Donc j'avais tout ça. Et voilà. Donc je me retrouve en 5e année, finalement, à reprendre quelques UV, à aller 4 heures par semaine à la fac, très peu, quoi. Et j'avais choisi de faire mon mémoire de maîtrise sur Astérix. Justement, c'était la prochaine question. Justement. Raconte-nous, justement. Alors, j'avais choisi... moi, j'adore Astérix. Puisqu'il y a le labyrinthe dans la cathédrale gothique, franchement, je vais me faire plaisir. Et donc, j'ai fait... Et c'était intéressant. Astérix, partie intégrante et reflet de la culture populaire française. Donc, partie intégrante, tout le monde connaît Astérix. Tout le monde a lu au moins un album. Tout le monde connaît les personnages, etc. Et surtout dans les années 80 où j'étais à la fac.
Genre, tous les Français avaient lu un album. Les stats étaient hallucinantes. Peut-être moins maintenant, mais voilà. Et c'était très intéressant de voir que c'était ancré chez les Français. Et en même temps, Astérix est la caricature des Allemands, des Suisses, des Espagnols. C'est comment les Français voient les autres peuples, avec tous les clichés, et des fois racistes un peu, carrément. Mais c'était intéressant de voir tout ça. Et puis, dans Astérix, il y a plein de trucs typiquement français, de la culture populaire française. Et donc, j'avais une astuce pour les repérer. C'était de prendre des traductions en allemand, en anglais, etc. Et de voir qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas traduire. Des vannes sur Tino Rossi, qui est un vieux chanteur. Ouais. Voilà. Et bah, c'était traduit différemment. Et tu te dis, c'est une sorte de filtre. Et tout ce qui reste dans le filtre, c'est la culture populaire française. Et du coup, c'était intéressant. Sans me vanter, c'était pas mal. Bah, super. Faudrait que tu me le fasses lire. Ouais, il faudrait que je le ressorte. Avec grand plaisir. Mais du coup, je l'ai jamais soutenu parce que j'avais une prof qui s'occupait de moi pour ces trucs. Et elle a changé d'établissement. Donc, elle pouvait plus être mon tuteur de mémoire. D'accord. Et il fallait que j'en trouve un autre. Mais comme j'allais que 4 heures par semaine au truc, j'avais pas de contact, j'avais pas de prof à qui demander en fait. Et j'ai trouvé personne pour soutenir mon mémoire. Ouais. Donc j'ai jamais soutenu mon mémoire en fait. D'accord. Et du coup, j'ai pas de résultats, j'ai pas de notes. Je sais pas si c'est bien ou pas. je me la pète et je te dis c'était intéressant, mais ça se trouve c'est de la merde. Ouais. Et donc techniquement, je n'ai pas la maîtrise. J'ai les UV, mais j'ai pas le diplôme final. Voilà. Donc, c'est drôle, ok. Donc j'ai raté ça. Mais donc ce qui s'est passé surtout, c'est comme j'avais 4 heures de cours par semaine, au début c'était génial, je jouais de la musique, je faisais du jeu de rôle, je jouais aux jeux vidéo, je me suis éclaté. Et au bout de 3 mois, je tournais un peu en rond, j'ai une vie de chômeur quand même. J'avais envie de travailler, de faire quelque chose. Et là je suis tombé sur Micronews, un magazine que je connaissais pas, qui était un super magazine de jeux vidéo, qui était drôle, bien illustré, il cassait les jeux et tout. Et à la fin de Micronews, il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. J'ai envoyé mon petit CV pour ce qu'il valait et surtout un test de Roger Rabbit sur Amiga en 8 disquettes. Et ils m'ont appelé, ils m'ont engagé et j'ai commencé ma carrière grâce à ça. Grâce à Micronews, parce que je m'emmerdais à la fac en fait, et que j'avais envie de travailler, de faire quelque chose. C'était le début de la big aventure. Mais avant ça, justement, avant d'arriver chez Micronews, on a failli avoir un Marcus chef de Rock Band. T'avais un groupe de musique. T'avais un groupe de musique, si les informations sont bonnes. C'est vrai, alors t'allais faire de la musique. J'ai toujours aimé la musique. Avec mon premier salaire, j'ai travaillé à la Poste l'été. C'est le seul métier que j'ai vraiment fait, c'est poste. J'étais au guichet. Et les gens ils faisaient la queue, puis quand ils arrivaient ils faisaient un peu la gueule, alors que là aujourd'hui je fais des salons et les gens ils font la queue pour me voir, et quand ils arrivent ils ont le sourire. Donc je leur dis toujours le seul vrai métier que j'ai fait, les gens faisaient la gueule, vous êtes souriant même si vous avez attendu 1 heure, des fois 2 heures ou 3 heures. À la Paris Games Week il y avait 3 heures de queue pour me voir, et les gens arrivent quand même avec le sourire. À la Poste ils n'ont pas cette chance, donc voilà. Et avec mon premier salaire je me suis acheté un synthé. Le premier salaire, c'est pas une console, mais un synthé. J'ai toujours aimé la musique. Je connais pas du tout le solfège. Je sais pas lire une partition. Mon fils qui a 8 ans sait, parce que lui, on l'a mis au solfège. Ma femme aussi. Mais moi, je joue d'oreille. Et vraiment autodidacte. C'est-à-dire qu'il y avait un piano chez mon oncle. Et quand j'y allais, j'ai essayé de rejouer des trucs que j'aimais bien, des années 80. Et d'oreille, j'arrivais à peu près à trouver. Si tu me laisses un quart d'heure, je peux à peu près trouver n'importe quoi, si c'est pas trop complexe. Au moins les accords principaux. Voilà. Donc j'ai toujours aimé ça, donc je me suis acheté un petit synthé et puis je refaisais les trucs des années 80, et puis j'avais 2-3 potes qui étaient comme moi, qui eux connaissaient le solfège, et on a formé petit groupe dans le garage, au fond du garage, qui compose. C'était vraiment ça. Alors on composait pas, on faisait que des reprises, quasiment pas de composition. Le premier groupe que j'avais s'appelait le Philharmonic Castor Band. Pourquoi je sais même pas pourquoi. Et le deuxième, après, c'était un peu plus structuré. J'ai rencontré un pote qui s'appelait Laurent. On travaillait ensemble à Tilt. Et lui, il adorait chanter. On s'est dit, allez, on refait un petit groupe. Donc, avec des membres du Philharmonic Castor Band, on a formé les Awanas. On faisait que des reprises. Ah oui. Mais il y a une explication. J'ai une explication. Du coup. Le Zawana, c'est un gâteau marbré au chocolat de chez Leader Price qui imite le Savane. Savane Zawana, tu vois, comme ils sont malins. Okay. Et c'est pas un... C'est quoi, c'est un tigre oui, je crois que c'est un tigre ou un léopard, un félin en tout cas. Bah eux, c'était un rhinocéros. La savane. Voilà. Et donc, c'est dégueulasse. C'est l'équivalent du Savane, mais en plus gras, plus sucré, avec plein d'huile de palme. Enfin, c'est dégueulasse. Et donc, si tu veux, c'est une reprise du Savane. Et nous, on ne savait pas jouer, on faisait des reprises, des succès. Donc, on était la version Leader Price de George Michael, Freddie Mercury. Voilà. Donc, on a décidé de s'appeler les Awanas.
Donc Zawana, mais naze en plus. Déjà, le Zawana, c'est pas terrible. Et on avait la chanson du Zawana. D'accord. La composition, Ouais. pour le coup. On faisait des sacrifices rituels de Zawana sur scène. On avait le gâteau marbré, puis on avait un gros couteau en bois. Puis on le massacrait comme ça. Et on avait des mini Zawana enveloppés. Ouais. Et on les jetait dans la foule. D'accord. Ne pas ingérer, on Ouais. décline toute responsabilité et tout ça. Donc vous avez fait comme des scènes et tout. Ouais, on faisait la fête de la musique. On faisait D'accord. juste la fête de la Bon, musique. quoi. Le reste du temps, c'était dans le garage, juste pour le plaisir de jouer, en fait, de se retrouver. Et c'était super. Et le seul moment où on sortait, c'était la fête de la musique. Donc il y a des gens, je pense, encore en vie, s'ils n'ont pas mangé les awanas, qui peuvent témoigner qu'il y avait les awanas sur scène. Incroyable anecdote. Et je me Incroyable. souviens plus des paroles, mais c'était Zawana, je crois en toi. Zawana, c'est fort en toi. Zawana, serre-toi. Et là, on les jetait dans la. Ah, quelle histoire. J'aurais jamais pensé que Marcus était. Voilà. Et moi, je était, jouais chanteur avant. du piano. Voilà, D'accord, du synthé. ok. Bon, bah, du coup, alors après ça, tu arrives dans la presse écrite jeux vidéo. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors raconte-nous un peu Incroyable. comment tu arrives dans ce milieu, comment tu le sens, est-ce que tu as tout de suite envie de rester dans ce milieu toute ta vie ou alors c'est juste passager, tu te dis bon, bah, c'est pour passer le temps. Ben déjà, je suis à la fac et donc, comme tu dis, je m'ennuie. Donc, je suis très, très content de trouver une petite activité sympa. La rédac est très sympa. Les gens là sont vraiment cool. Le magazine est vraiment bien. Il y a vraiment un plaisir. À l'époque, moi, je lisais Tilt, qui est le premier magazine de jeux vidéo. Mais c'est un peu les cahiers du cinéma de jeux vidéo. C'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de photos, beaucoup d'écrits. C'est très, très sage. Et à l'autre bout, il y a Hebdogiciel, qui est l'équivalent de Canard PC aujourd'hui, qui est un peu le canard enchaîné du jeu vidéo. Et eux, ils dénoncent les scandales, voilà, ils cassent les jeux. Il y a des petits dessins de Carali, un peu genre Charlie Hebdo, tu vois. C'est vraiment deux trucs complètement différents. Ouais. Et Micronews, c'est pile entre les deux. Et Micronews, je raconte l'anecdote, j'étais parti faire du ski avec mes parents. On n'en faisait pas souvent, je crois que c'est une des seules fois où on est parti. On était à Chamonix. Et dans la petite librairie à Chamonix, il n'y avait ni Tilt, ni Hebdogiciel, mais il y avait Micronews. Et je ne connaissais pas Micronews. Je dis, bon, bah, je vais prendre ça. Et je vois le truc et je me dis, ah, mais c'est vraiment la synthèse entre les deux. Il y a de l'humour, il y a des vraies critiques de jeux. Ils sont là dans dur et tout. Vu le prix des jeux déjà à l'époque, c'était bien de les casser quand ils étaient mauvais. Et des petits dessins, c'était rigolo. Voilà. Je me suis dit, bah, j'achèterai tous les mois maintenant. C'était un mensuel. Et je vois la petite annonce à la fin. Je dis, ah, mais c'est le destin. Et donc je réponds et ils m'embauchent. Tout ça pour te dire que si ce jour-là à Chamonix, il y a Tilt ou Hebdogiciel, je suis pas là aujourd'hui. Je peux retracer ma carrière à cet instant précis où ça démarre. Et je trouve ça fascinant de pouvoir remonter le fil de ta vie. Ça s'appelle Capsule, donc c'est une capsule temporelle. Exactement, c'était l'objectif justement, la capsule, c'est parce qu'on revient sur l'histoire justement. Donc, des fois dans le passé, dans le futur peut-être. Mon histoire professionnelle démarre exactement à Chamonix. Je serais curieux de... Faudrait mettre une plaque commémorative. Je sais pas où elle est. Mais grave, faudrait je vais retourner à Chamonix. Ici, Marcus a commencé à faire l'andouille. Pèlerinage pour les petits amis. Ouais. Ah, mais je suis sûr qu'il y a des petits amis qui sont capables d'aller. Je suis sûr qu'il y en a qui habitent à Chamonix qui vont chercher. Je sais pas. Je suis pas retourné, donc il faudrait que j'aille voir. Mais voilà, donc ça commence comme ça. Jean-Michel Berthet, le rédacteur en chef, me fait venir. Il me dit, j'ai vu ton test, c'est vraiment bien, c'est toi qui l'as écrit. Je dis, bah oui, c'est pas mes parents. Et il me dit, bah écoute, voilà, on donne 3 jeux. Là, on est lundi, tu reviens vendredi avec les textes. Si c'est bien, bah, on te paye et on les publie. Et voilà, donc on a fait ça. J'ai ramené mes 3 jeux, ça leur a plu. Ça a été publié. Et puis, donc ça devait être au mois de février, parce que c'était au moment du ski. Et j'étais encore à la fac, quoi. Et donc, Jean-Michel me dit, bah, écoute, on va te donner des piges chaque semaine. Donc, chaque semaine, j'y allais. C'était un mensuel. On faisait le journal avec 2 mois d'avance, en fait, quasiment 2 mois d'avance. On recevait les jeux 2 mois en avance, à l'époque. Le temps de les tester. Et ensuite, le temps que tu écrives. Et il fallait 1 mois pour que ça soit imprimé. Tout ça, c'était très long, les processus. On prenait les photos des jeux avec des vrais appareils photo. Il fallait envoyer des pellicules à développer. On travaillait dans des bureaux avec des grandes fenêtres, donc il y avait le reflet des fenêtres sur l'écran. Donc on faisait un tunnel de carton jusqu'à l'appareil photo avec l'écran, et l'appareil photo était là. Et on, tu sais, comme avant avec un drap derrière, et tu jouais comme ça, et hop, tu prenais la photo de ton truc. Enfin, c'est la préhistoire, quoi. C'était un truc et puis ça partait au développement, puis une semaine après, elles étaient toutes ratées, il fallait les refaire. Alors après, des fois, tu mettais sur pause, mais ça écrivait pause sur l'écran. Enfin, c'était la préhistoire. Mais on arrivait quand même on s'amusait à écrire, on s'amusait à casser les jeux quand ils étaient mauvais. On avait une petite rubrique, c'était Doc Amiga contre Prof ST, donc les 2 grandes machines de l'époque. Mon pote Jean-Pierre Labro, un autre journaliste, faisait Prof ST, et moi je faisais Doc Amiga.
Et donc, c'était très drôle à faire. On avait un pirate, Laurent, je le salue au passage, je sais pas ce qu'il est devenu, qui nous amenait des jeux piratés, en fait, que les éditeurs n'envoyaient pas. D'accord. Et on puisait là-dedans pour faire notre petite rubrique. C'était des previews, en fait. D'accord, ouais. Et voilà, voilà ce qui arrive. Est-ce qu'avec ton RTST, tu es capable de faire ça? Ah non, mais moi j'ai ça. Et voilà. Donc il y en avait un qui écrivait le dialogue, qui passait à l'autre. L'autre répondait avec des petites vannes un peu méchantes. On se repassait, on remettait des vannes encore plus méchantes. Et au bout de 3-4 passages, on avait notre rubrique. Donc c'était super marrant à faire parce que c'était en plus en collaboration, tu vois. Ouais. Et on n'était pas beaucoup, mais du coup, il y avait une super ambiance. C'était vraiment chouette. Et puis, c'était du côté de la Défense, les locaux. Et donc, nous, on était dans le petit monde, on écrivait nos trucs. Et puis, un jour, je suis parti en vacances dans les Pyrénées, et dans la toute petite librairie des Pyrénées. Et ben, il y avait Micronews. Et je pouvais l'acheter, et je voyais mes trucs. Ouais. Et donc, la sensation de me dire, ce que je fais dans ce petit bureau là près de la Défense, en fait, c'est partout en France. Tout le monde peut le lire. Ouais. Il y avait une espèce de vertige de te dire, mes petites conneries, mes petites vannes, là, elles sont publiques maintenant. Ouais. Alors que ma petite BD, c'était juste dans la cour d'école, tu vois. Donc, j'ai ressenti ce plaisir de voir ça. Avec Game One, j'ai reçu ça, ressenti ça plus tard. Je suis allé au Maroc et il y avait Game One au Maroc. Ah oui, oui. Et donc là, tu es là dans une villa au bord de la mer et tu te vois. Et tu te dis, putain, dans le monde entier, en fait, on nous voit. Et alors là, vraiment, en Algérie, je l'ai vu. Hein, et c'est vraiment, on était leur seule source. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Seule source pour voir des jeux vidéo. Ils regardaient tous Game One. Ils allaient chez les potes le voir. Ils sont à fond. C'est beaucoup plus qu'en France. C'est encore plus important pour eux que voilà, il y en a qui enregistraient, ils se filaient les cassettes. Vraiment, c'est très fort. C'était très rare. Hein. Je t'avais raconté l'anecdote. Du coup, quand je vais en vacances, des fois, j'avais vu des magasins qui s'appelaient Game One avec vraiment la typo de Game One. Non, mais c'est hyper puissant au Maghreb. D'ailleurs, on embrasse tous les Maghrébins qui nous regardent. Game One, ça a été vraiment hyper puissant, même dans beaucoup d'autres pays. Parce que tu sais, ce qu'ils me disaient aussi, c'est que nous, on avait des magazines. C'est-à-dire qu'au moins, même si tu n'avais pas Game One, il fallait avoir CanalSat. Tout le monde n'avait pas ça. Mais il y avait 50 magazines en kiosque. Il y avait des magazines Nintendo, des magazines que sur la Mega Drive. Enfin, tu vois, il y avait 50 magazines de jeux vidéo. C'est vraiment. Et il y avait plein de photos et plein d'articles et tout. Donc, en France, on avait quand même, si t'aimais les jeux vidéo, il y avait quand même moyen de s'informer. En Algérie, ils n'avaient même pas les magazines. Les mecs les ramenaient dans leurs valises. Ceux qui allaient en France ramenaient des consoles plus, des tilts. Et les mecs les ont gardés. Les mecs m'ont sorti des tilts et des consoles plus où j'ai signé. Et ils disaient déjà ça dans les années 80. Et c'était le truc précieux qu'ils gardaient, qui se repassaient les uns les autres. Un tilt faisait 20 mecs, en fait, tu vois. Donc, je comprends, ils ont vraiment une notion de ça. Les magazines et Game One, c'est un truc ultra précieux pour eux. Et ils sont hyper attachés, encore plus que les fans français qui sont déjà à fond sur Game One pour la plupart. Mais là, c'est un level de plus. La Comic-Con Alger, c'était fou, quoi. On était avec Kayane et Genius. On a vu l'enthousiasme des gens. On a l'impression d'être des rockstars là-bas. Là, les gens, ils voient bien qu'on n'est pas des rockstars. Donc, merci les Algériens de nous prendre pour des rockstars. Je vous embrasse. Merci à eux. Justement, en parlant de Game One, après tous ces articles que tu as pondus dans ces magazines, comment justement Marcus arrive à la télévision ? Alors, vraiment, moi, je ne m'imaginais pas du tout à la télévision. Des gens étaient venus, de France 3 étaient venus filmer chez Micronews. Et m'avait interviewé. Premier passage à la télé, c'est ça. J'ai des boutons sur la figure, je suis tout pâle, je transpire parce qu'à l'époque il y avait des gros projets pour la télé. Je suis pas à l'aise. Vraiment, c'est une catastrophe. Tu dis jamais ce gars-là fera de la télé, c'est pas possible. Et même moi, j'ai aucune ambition là-dessus. J'étais très bien caché derrière l'écriture. En fait. J'aurais bien voulu faire une carrière comme ça. Ou comme les mecs qui faisaient les Guignols, je suis très fan des Guignols. Ils faisaient rire la France entière, mais on connaissait pas leur visage. Ce genre de notoriété, ça me convenait tout à fait, quoi, vraiment. Et donc, j'imaginais pas du tout faire quelque chose à la télé. Mais moi, partout où je vais, je suis assez sociable, donc je me fais vite des amis, donc soit à Tilt, à Console Plus, à Micronews, à Game One, partout où je vais, très vite, j'ai des potes, quoi. Et puis ces potes, un jour, ils partent et ils vont ailleurs. Et là, en l'occurrence, Eric Ramarosson, qui était le photographe de Tilt, c'est lui qui était chargé des petites photos, se retrouve à travailler sur Cyberflash à Canal+. Cyberflash, c'était une émission en clair tous les soirs, avec Cléo, une animatrice en images de synthèse. Avec des gros seins. La fameuse, oui. Et quand j'ai dit cette phrase, tout le monde fait « Ah oui !» Alors qu'avant, avec des gros seins, non, je vois pas. Ah, mais si. Hein, les coquins. Et elle ondulait comme ça. Et c'était incroyable. Mais c'était en motion capture. Et donc, Eric se retrouve à travailler sur Cyberflash avec Jean-Michel Blotière, rédacteur en chef de Tilt. Il travaille sous les ordres de Jean-Michel Blotière.
avec qui j'ai eu des soucis. En fait, à Tilt, il n'était pas très correct avec les journalistes et tout. Donc, j'ai toujours... moi, il m'a engagé en réalité pour rendre service à quelqu'un. D'accord. Et une fois que c'était fait, il m'a dégagé Ah. parce que le service était rendu. Donc, il n'avait plus besoin de moi. C'est quelqu'un qui manipule les gens, en fait. Donc, je n'avais pas du tout envie de travailler pour lui. Et avec lui. Et Eric me dit, viens avec nous sur Cyberflash. Je suis avec Jean-Michel, mais Jean-Michel va pas tarder à partir. Donc, tu n'auras pas affaire à lui, tu auras affaire à moi. Et surtout, Canal a quand même dans l'idée de créer une chaîne de jeux vidéo. Donc, c'était pas que pour une émission. À cette époque, moi, j'étais avec la rédac de Player One et tout ça. On avait un magazine qui s'appelait PC Player, avec des anciens de Tilt, en fait. J'étais super bien. On se marrait, j'étais avec des potes, c'était parfait. Et j'avais pas forcément envie d'aller à la télé. Et surtout qu'une émission, dans ma tête, ça durait pas très longtemps. À part Michel Drucker, il y a peu d'émissions qui durent longtemps. Alors qu'un jour, un magazine, ça peut durer des années. Et à l'époque, Tilt existait depuis les années 80. Et là, je te parle de ça, on est en 96 à peu près. Donc, quitter un magazine stable ou dans lequel tu es bien pour aller sur une émission de télé qui va pas durer, c'est un peu casse-gueule. Mais c'était Canal+. Et moi, je suis un enfant de Canal+. Et je me dis, putain, travailler à Canal, j'adore les Guignols, j'adore Nulle part ailleurs, Decaune et Garcia, machin, tout ça. Putain, si je peux être collègue de ces mecs-là, allons-y, quoi. Et donc, j'ai démissionné de PC Player à grand regret, parce que vraiment, c'est un des meilleurs magazines pour lesquels j'ai travaillé. Et je salue son patron, Alain Kahn, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Et j'avais demandé un petit rendez-vous. Je lui ai dit, Alain, vraiment, c'est le magazine pour lequel je travaillais où j'ai eu le plus de plaisir. Parce que vous connaissez rien aux jeux vidéo, mais vous mettez des gens en place qui s'y connaissent et vous les laissez bosser et vous leur donnez carte blanche. Et vous avez raison parce que tout le monde bosse avec plaisir pour vous et ça fait des super magazines. C'est des premiers à avoir introduit le manga en France avec Pika Édition parce que des mecs qui étaient dans le jeu vidéo ont dit à Alain il y a un truc à faire avec les mangas. Je vois très bien, oui, Vasse, tu vois. je vois très bien, d'accord. Mais Matt, Patrick Giordano. Qui était à Player One. Donc voilà, tous ces gens qui avaient du flair et me disaient Alain, il faut faire ça. Et Alain disait ok, allez-y. Alors que d'autres patrons auraient dit oulala, attendez, je vais pas mettre mes sous dans des trucs pas sûrs. Donc voilà, très content de travailler pour eux. Mais voilà. D'autant plus que après, Patrick Giordano, avec qui j'étais à Player One, s'est retrouvé directeur des programmes de Game One. Donc c'est encore la famille, tu vois. Donc, dans un premier temps, donc, je vais travailler à Cyberflash d'abord. Et c'est génial, on a une émission en clair sur Canal+ tous les soirs qui parle de jeux vidéo, d'internet à une époque où c'est à la minute, il y a pas beaucoup de gens qui ont internet, de nouvelles technologies, CD-ROM, multimédia. Voilà, tu vois. Et c'est génial d'avoir ça. Et puis je découvre le plaisir alors pas de montrer ma tête à l'antenne, mais d'écrire des sujets pour la télé, ce qui est très différent d'écrire un sujet pour un magazine. J'ai mis du temps à m'adapter. Moi, j'avais un style très écrit, j'aimais bien faire des vannes. Comme je t'ai dit, avec l'histoire des virgules, des trucs comme ça. Et ça ne marche pas forcément, évidemment, à l'antenne. C'était un style très écrit. Quand tu le lisais pour illustrer un sujet, c'était très empoulé. Donc, je réécrivais de manière plus parlée. Et quand je lisais le truc, je me disais « Oh, mais on dirait que c'est un gamin de 12 ans qui a écrit. » Mais à l'oral, ça marchait. Oui, pour la télé, c'était mieux. Tu vois. Et donc, il faut arriver à te casser tes habitudes un peu trop littéraires pour être dans un truc plus dynamique et plus parlé. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi. On arrive à faire quand même des trucs très rigolos. Voilà. Et puis, il y a eu 2-3 sujets où on apercevait ma tête. Notamment un match Saturn contre PlayStation. Donc il y avait un gars qui faisait le fan de la Saturn, il avait une auréole, tu sais, la Saturn, le logo c'était une auréole, et moi je faisais le fan de la PlayStation, on faisait un duel, voilà. Donc il y a 2-3 petits trucs, genre un sujet sur les jeux de société, Monopoly, tout ça. Et c'était genre, vous avez pas d'amis, le jeu vidéo est votre ami. Et donc je faisais le mec qui avait pas d'amis avec un vieux pull de roumain, des grosses lunettes, quintuple foyer, et genre, vous n'avez pas d'amis? C'était rôle muet de composition. Et j'avais une photo de ça. Et quand Game One a commencé, des gens me demandaient des photos dédicacées. Moi, j'étais pas une star, je n'allais pas faire des photos dédicacées. J'ai envoyé cette photo-là. Donc il y a plein de gens, les collectors maintenant. Il y a plein de gens qui ont des photos dédicacées Marcus avec les binocles. C'était drôle. Et Cyberflash, c'était bien. C'était Canal, donc on pouvait se permettre des trucs. J'ai le souvenir, on avait fait le jeu Les chiffres et les lettres. C'était un CD-ROM, donc il y avait un peu de vidéo dessus. Donc ils avaient filmé des vrais candidats, une vieille dame, un jeune cadre dynamique, un mec un peu costaud, un mec tatoué, voilà, tout ça. Tu pouvais choisir ton personnage parmi des vrais gens, c'était des vrais gens, mais tu pouvais modifier leur nom, leur âge et leur hobby, leur truc. D'accord. Et quand le candidat arrivait, il y avait le présentateur qui disait « Bonjour, bienvenue à
Et là, il y a une synthèse vocale qui disait « Bienvenue à Maurice. Vous avez 14 ans et vous aimez le football. » Voilà. Et donc, D'accord. c'était très drôle. Ouais. Et moi, évidemment, je prends la vieille, je l'appelle Jeanne Calment, c'était la doyenne de oui. l'humanité à l'époque. Vous avez 184 ans et vous aimez la bite. Et la vieille qui fait « Tout à fait. » Donc j'ai fait mon sujet en disant bah on peut s'amuser avec la synthèse vocale, le jeu est pas terrible mais au moins on rigole avec la synthèse vocale. Et je mets ça au comité de direction, il y avait Alain Liberder qui était responsable des nouveaux programmes. Et ils regardent tous, ils explosent tous de rire. Ouais. Et ils disent oh non on peut pas quand même. Ouais. Et je dis ah non c'est Canal on peut. Je dis oh non quand même la bite Marc on peut pas à 19h et tout. Je dis non, mais c'est une référence au bronzé. Et donc, il y a vraiment, il y avait cette référence au bronzé. Donc, je l'ai vendu comme ça. Et ils ont dit oui. Et finalement, c'est passé à l'antenne. Et parce qu'au début, ils ont dit on peut pas, ouais, on va dire vous aimez le sexe. Je dis, c'est pas aussi drôle, il n'y a pas la référence au bronzé et machin. En plus, à l'époque, plein de gens la connaissaient, cette référence. Donc, tu vois, il fallait un peu batailler des fois en comité de direction, de rédaction. Mais au final, c'est passé. Donc c'est un des trucs dont C'est fort qu'ils acceptaient quand même cette blague. blague. Ouais, hein, tout à c'est fait, fort, mais ouais. c'était Canal. Ouais. Après, une demi-heure après, t'avais Deconné Garcia et Django Edwards en train de se péter à la figure. Voilà, c'était jouable, les guignols, tout. Enfin, tu vois. C'est vrai, ouais, Si on pouvait pas le faire sur Canal, on pouvait le faire nulle part. Donc, et pour ça, ils étaient très cool parce que il y avait débat, tu vois. Au début, ça les fait rire. Et c'est là que je les ai eus. Je leur ai dit, ok, c'est peut-être beaucoup, mais vous avez rigolé. Et c'est justement parce que ça va dépasser les limites que c'est encore plus drôle. Et si les limites on les dépasse pas, c'est moins drôle. Voilà. Mais au moins il y avait débat et il n'y avait pas de censure et il pouvait y avoir censure, mais elle était argumentée en tout cas. C'était une autre époque. Aujourd'hui c'est plus possible aujourd'hui de faire des choses comme ça, mais au moins tu t'es battu pour faire passer le message. Bah du coup après alors Cyberflash. Alors, tu arrives en 98 chez Game One. Enfin, Game One est créé en 98. Raconte-nous un peu comment est créée la chaîne, comment tu le vis, toi. Alors avant Game One, c'était C2 points, ça s'appelait C2 points, et c'était une expérimentation de Canal+ pour télécharger des jeux vidéo par l'intermédiaire du décodeur. Tu reliais ton PC au décodeur et tu téléchargeais Tomb Raider. Ça prenait 8 heures, mais voilà. Ou un petit jeu d'échecs nul, ou je sais pas ce que tu voulais. Donc c'est une expérimentation. Encore une fois, on est en 96, hein. Donc Internet, c'est à la minute, tout le monde l'a pas, etc. Donc on est loin de YouTube et tout ça. Et donc ils essayent ça fonctionne techniquement, ça prend des plombs pour télécharger, mais ça marche quand même. Et il faut à l'antenne une vitrine pour expliquer ça. Donc il faut une chaîne qui s'appelle C2 points, où on dit les gars, vous pouvez télécharger avec votre décodeur. Et cette semaine, on a Tomb Raider, on a un jeu de bagnole, on a Bomberman, on a voilà. Et donc il fallait faire des vidéos avec les images des jeux et un petit texte de présentation. Donc, c'était vraiment une vitrine limite de téléachat. Donc, a priori, comme le téléachat, totalement insipide. Sauf que nous, on avait... quand tu appuyais sur la 51, il y avait une chaîne où il n'y avait que du jeu vidéo. Donc, tout de suite, moi, j'étais chargé d'écrire des bandes annonces. Ça a commencé à partir un peu en sucette, avec des petites vannes comme on savait bien faire depuis Cyberflash. Mais par exemple, le jeu d'échecs, il était nul. On le savait, mais on s'en foutait parce qu'il était gratuit. Et c'était pour tester le débit de téléchargement. Donc, et donc, on disait aux gens, alors, on a un jeu d'échecs pour vous, il est gratuit. Alors, par contre, il est complètement con. Mais du coup, vous allez passer pour un génie des échecs à côté de lui. Donc, allez-y, téléchargez-le, c'est gratuit. Pourquoi se priver? Voilà. Donc, on arrivait quand même à faire des trucs. Et puis, sur notre temps libre, on se dit, on va tester des émissions, on va essayer des trucs. Et dans le cadre des choses qu'on a essayées, il y avait une émission qui s'appelait Inside. Donc, j'ai proposé ça, de dire, moi, je vais me mettre dans le jeu vidéo. Et je vais faire ce qu'on fait tous quand on a un pote qui vient à la maison. On lui dit, assieds-toi à côté de moi sur le canapé. On va jouer au premier niveau, aux 20 premières minutes. Et dans 20 minutes, tu sais si tu as envie de lâcher 350 francs à l'époque pour ça ou pas. Et voilà. Et puis, je vais commenter ce que je fais tout en jouant, en temps réel. Il n'y a pas de montage. Et à la fin, je donne mon avis et je dis, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Mais à vous de vous faire votre avis, puisque vous m'avez vu jouer. Peut-être que vous avez trouvé ça super. Mais vous avez vu. Final Fantasy, vous avez vu, il y a la cinématique qu'on vous montre d'habitude, et puis il y a les temps de chargement, et puis il y a le jeu lui-même, et puis petites boulettes qui marchent. C'est pas foufou des mecs qui sont comme ça, attendent de se taper sur la gueule, ça n'a rien à voir avec les mecs virevoltants que vous avez vu il y a 2 secondes. Mais faites-vous votre avis, voilà. C'était ça le concept de Level One, et voilà, donc ça paraissait bizarre à l'époque. Il y a toujours ce réflexe de dire, mais t'aimes les jeux vidéo et tu regardes quelqu'un qui joue au lieu de jouer toi-même. Il y a encore aujourd'hui des gens, quand t'expliques Twitch, ils te disent, mais pourquoi tu joues? Tu joues pas toi-même? Je dis,
Tu aimes le foot, quand tu vois des gens qui. Tu vois le Bon PSG, exemple. c'est pas toi qui es sur le terrain en short, tu regardes des mecs. C'est exactement la même chose en fait. Alors, sauf que moi, je suis pas bon. Mais c'est drôle. Donc, c'était un peu difficile d'expliquer ça. Et puis, encore une fois, moi-même, j'étais pas animateur télé, j'avais pas d'expérience du tout là-dedans. Donc, seule chose que j'essayais de faire, c'était d'oublier la caméra et de faire rire Pierre Boulet, qui était déjà le réalisateur, et Cédric, l'ingénieur du son. On était dans la même pièce, il n'y avait pas une régie, c'était une petite pièce, la moitié de cette pièce. C'était un bureau, hein, et il y avait, moi, j'avais mon retour posé devant moi, les deux gaillards avec la mixette en face, et j'essayais de les faire rire eux, en fait, et de leur parler à eux. Du coup, je brisais le quatrième mur pratiquement On revient, ouais, automatiquement. ouais, Voilà. ouais. Et du coup, le spectateur, qui était le troisième larron dans la pièce à travers la caméra, avait l'impression que je lui parlais directement. Et donc, ça fonctionnait, en fait. Et Matt, qui était donc Patrick Giordano, qui était directeur des programmes, a essayé, mais il a toujours dit on essaye, mais j'y crois pas. Je pense que les gens vont pas forcément vouloir regarder un jeu, ils voudront jouer eux-mêmes. Et puis, je pense pas que tu sois un bon animateur, donc voilà. Et Matt regarde le premier truc et se dit putain, mais en fait, ça marche. Ouais. Et puis, il est drôle, ce con. Et on va refaire un deuxième essai, on fait un deuxième, un troisième, etc. Et Matt dit ok, allez, on va mettre ça tout le temps à l'antenne, partout. Et il réalise pas à cette époque que tu crées le let's play et Ouais, que tu voilà, deviens en réalité le premier streamer au monde. Voilà, c'est du let's play en fait. Voilà. Et on est les premiers. On était les seuls à pouvoir le faire. TF1, France 2, ils parlaient pas de jeux vidéo, ils s'en foutaient. Il fallait les moyens techniques d'avoir un fond vert ou équivalent et d'incruster l'image de l'animateur. Il fallait les moyens techniques de récupérer l'image du jeu. Rien que ça, c'était compliqué. À l'époque, tu filmais un écran, il y avait une espèce de barre de rafraîchissement qui se mettait à l'écran. Donc il fallait un matériel spécifique pour extraire l'image du jeu. Et il n'y avait que nous qui l'avions. Donc aujourd'hui, tout le monde fait ça avec son téléphone portable. Ouais. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas. Donc on était les seuls à pouvoir le réaliser, le faire, avoir les compétences de testeur que j'avais, les compétences aussi de chat et d'arguments, parce que avant ça, j'en avais testé 4000 des jeux vidéo avant d'arriver à celui-là. Donc il fallait tout ça, toute cette conjonction, on était les seuls à pouvoir le faire. Et surtout, il fallait le diffuser. Il fallait un canal de diffusion. Et ça, personne n'avait. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir Twitch demain matin et se mettre à l'antenne. Nous, il fallait une chaîne. Donc, c'était impossible. Donc, on était les seuls à pouvoir le faire et au monde. Donc, je suis le premier à avoir joué à un jeu vidéo en racontant des conneries. Et il faut se dire aussi qu'économiquement, quand je te parle de Cyberflash, par exemple, même le sujet sur les chiffres et les lettres, il me fallait une journée pour y jouer, essayer tous les trucs, voir si c'était bien, pas bien, une demi-journée pour filmer le truc. Bon, les chiffres et les lettres, ça va, mais quand c'est Tomb Raider et que c'est 30 heures de jeu et que tu as des sauvegardes toutes les demi-heures et que tu veux absolument la scène de la boule où elle court. Mais si tu cours trop vite, on voit pas la boule, on la voit qui court dans un couloir. Donc il faut pas courir trop vite, mais il faut pas se faire écraser, sinon tu reviens au checkpoint 20 minutes avant. Tu peux prendre 3 jours pour arriver à filmer. Donc il faut saisir le jeu, ça prend au moins une demi-journée, voire une journée. Il faut écrire le texte. Et ensuite, il faut donner au monteur les indications, dire la boule de Tomb Raider, c'est à 10, 12, 32 sur le truc. Et puis, le moment où elle a 2 flingues à la main, c'est en 03, 06, machin. Donc, prendre les timecodes, les inclure dans ton texte, parce que tu sais ce que tu as filmé, filer tout ça au monteur. Bref, il faut 3 jours pour un sujet qui fait 2 minutes 30 au final, parce que c'était pas plus long que ça. Donc, 2 minutes 30 sur Final Fantasy, t'imagines bien. Tu vas montrer les cinématiques, parce que tu as envie d'impressionner les gens, mais tu vas pas montrer les temps de chargement, t'as pas le temps. Et moi, Level 1, tu pouvais montrer tout ça, tu avais une vraie idée du jeu, et c'était fait en 20 minutes chrono. C'est-à-dire qu'on mettait la caméra. Alors moi, évidemment, il faut que j'ai joué avant, et j'exagère. Il y a une journée de préparation, au moins, encore aujourd'hui, sur les Level 1, pour trouver les jeux, et puis jouer suffisamment pour pouvoir en parler. Mais au moment où ça tourne, 20 minutes après, c'est fini. Et c'est dans la boîte, et c'est diffusable. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage. Entre 3 jours de boulot pour 2 minutes 30, et en gros... une journée, on va dire, pour 20 minutes de Level 1, pour une chaîne qui a besoin de remplir sa grille, c'est hyper intéressant, en fait. Au-delà de l'intérêt du contenu, économiquement, c'est aussi super intéressant. On aurait dû même faire que des Level 1. On avait des clips qui tournaient en boucle sur le truc, mais on n'en avait pas beaucoup. Et même faire un clip, ça prenait du temps. Il fallait aller chercher les images de jeu, les saisir. Il n'y avait pas ça sur Internet à l'époque. On faisait tout nous-mêmes, hein. Donc, Level 1 a un intérêt économique. Et puis, premier let's play au monde.
Donc Et bravo la France. Bah, bravo Marcus, surtout bravo Marcus. Ouais, T'as bah. marqué l'histoire quand même avec ça. Aujourd'hui, on le voit avec les Squeezie, tous les streamers qu'on Ouais. connaît. T'es vraiment leur papa en fait. T'es notre papa à tous en Oh, fait. c'est gentil, c'est gentil. Bon, on avait fait le stream, Squeezie était venu, j'ai fait la matinale du stream avec Genius. Oui. Et Squeezie était venu et il a dit ah, Marcus, c'est le GOAT. Alors déjà, chèvre en anglais, ça me va, je suis tout à fait d'accord sur le chèvre, le reste pas trop. Mais... Et il dit moi je regardais Marcus quand j'étais petit et c'est en le voyant que j'ai compris qu'on pouvait être payé à faire ce qu'on aimait. Ouais. Voilà. J'ai dit, ah bah parfait, tu me dois 1% de tes revenus. Allez, Donc, fais péter la thune. Donc voilà, tu vois, c'est génial de se dire des petits gars Bah comme ouais. Squeezie qui me regardaient, qui aimaient les jeux vidéo, Cyprien aussi, plein d'autres, Bob Lennon, le joueur du grenier, tous. Tout le monde. La hein. première génération de youtubeurs, YouTube n'existait pas. Ouais. Donc ils regardaient tous Game One. Et ils ont vu des gars qui aimaient faire ce qu'ils faisaient et qui les ont inspirés à des degrés divers. Mais je trouve que c'est génial de se dire, il y a toute une génération, la première génération de youtubeurs, en nous regardant, qui se sont dit, ah, je peux vraiment faire ce que j'aime et c'est un vrai métier. Voilà. Et ah oui, juste pour répondre à ta question, est-ce que je pensais faire ça toute ma vie? Ouais. La première année où j'ai fait Micronews, à la fin de l'année, mon papa m'a dit bah c'est chouette, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Il n'imaginait pas que ça soit un métier en fait. Tu vois. Et donc j'avais dit bah écoute, il me paye pour jouer. Tant que personne se rend compte de rien, je continue. Et j'ai continué, j'y suis encore. Quoi, aujourd'hui, voilà. t'es là. On n'imaginait pas. Au début de ma carrière, on n'imaginait pas. Et même moi, je me disais, c'est un truc de jeune, d'ado, mais je ne ferais pas ça à 60 ans. Bah, surtout à une époque où le jeu vidéo est un peu traité comme le truc d'imbécile. Voilà. Le truc, C'est avant la PlayStation, donc c'est un jouet pour les enfants. Donc quand tu grandis, si tu joues, t'es attardé. Il y a vraiment, jusqu'en 95, jusqu'à la PlayStation, c'est comme ça que les gens voient le jeu vidéo. Et les gens de 20 ans, 25 ans qui jouent au jeu vidéo, faut qu'ils grandissent quand même. Vraiment, il y a ça. Aujourd'hui, on assume totalement. Mais on a dû lutter contre ça. Et Game One a beaucoup contribué à ça. J'en parlais hier à des gens sur le salon. J'ai été interviewé. Ils me disaient, qu'est-ce que tu retiens de Game One? Qu'est-ce que ça a amené, Game One, pour toi? Et je dis, bah, ça a amené le fait de populariser le jeu vidéo et de montrer qu'on n'était pas ni des neuneux, ni des gens violents à cause du jeu vidéo, qu'on était très équilibré, qu'on aimait partager ça avec des amis, en famille, entre générations. Ça, c'est super important. Et je trouve que Game One a énormément contribué à montrer que le jeu vidéo a dédiabolisé le jeu vidéo finalement aujourd'hui. Moi, je me rappelle, j'en parlais avec Julien la dernière fois. Moi aussi, j'ai grandi avec Game One et je te regardais toi, je regardais Julien. Et pareil, en fait, je me mettais devant la télé avec mes frères et en fait, on regardait un mec qui jouait aux jeux vidéo qu'en fait, on pouvait pas s'offrir avec mes frères. Alors, et en fait, c'était incroyable pour nous, en fait, vraiment. C'est vrai. On se disait, mais. Et bah, en Algérie, tu vois, ils m'ont beaucoup dit ça. Ils m'ont dit, on n'avait pas la Nintendo 64 avec Zelda, mais grâce à toi, il y avait Zelda dans ma télé à moi, dans mon salon. Il n'y a pas la console en dessous, mais il y avait le jeu en temps réel. C'est toi qui jouais, c'était pas moi, mais c'était presque comme si c'était moi qui jouais. Et il y a des gens pour qui le fait d'avoir sur leur propre téléviseur des jeux en temps réel et pas juste un clip ou un petit montage de 2 minutes 30, c'était presque comme s'ils avaient le jeu à la maison. C'est vraiment un facteur qui a été très important. Et je dis en Algérie, mais en France aussi, des gens me l'ont dit, mais voilà. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter tous les jeux, évidemment. C'est ça. Vraiment, nous, on jouait à travers toi. Donc, merci déjà pour ça. Merci pour l'histoire. Je pense que vous auriez joué mieux que moi. Et ça devait être frustrant de dire « Oh putain, mais appuie sur ce bouton, bordel !» Ça a toujours été un bonheur de te voir. Et puis, et du coup, quand toi, tu fais tes level 1, donc tu en fais plusieurs, et il arrive une période où en fait, tu quittes Game One et tu abandonnes entre guillemets ton bébé qui est level 1. Donc comment tu vis ça déjà? Pourquoi tu quittes Game One et comment tu vis le fait d'abandonner comment tu quittes Game One, excuse-moi, et comment tu vis le fait de lâcher level 1? Ah bah c'est pas le truc le plus facile de ma carrière, mais avec le recul, c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Très très vite, du fait que dans level 1, je parle aux gens comme s'ils étaient là, il y a une proximité qui se crée. On le voit, on commence à recevoir des mails, c'est même le début des mails, tu vois. Avant, les gens envoyaient des courriers au début de Cyberflash, je recevais du courrier par la poste. À partir de Game One, on commence à recevoir des mails, mais tout le monde n'a pas de mail. Mais on voit qu'il y a des gens. On va à Japan Expo et là, on voit qu'on est connu. On voit plein de gens viennent nous voir, ah, je regarde Game One. Alors que comme à Micronews, on est dans notre coin. Moi, je suis dans mon studio avec Pierre Boulet et Cédric, et on se rend pas compte qu'il y a des millions de gens qui regardent en fait. Et quand dans la rue, on nous arrête pas, on nous reconnaît pas. Tu vois, je prends le métro tous les jours, je suis pas arrêté quoi. Encore aujourd'hui, comme c'est que CanalSat, c'est assez limité. Mais par contre, le mec, il me reconnaît. Alors, il me connaît vraiment depuis qu'il est tout petit, et je vois à son sourire qu'il est content de me voir. Mais à l'époque, on découvre qu'on est connu. Donc, et on voit tout de suite.
les gens nous parlent comme si on était leurs potes de CM2 et c'est très agréable. C'est Ouais. beaucoup plus agréable que Johnny ou Jean-Pierre Foucault. Tu le vois dans la rue, tout le monde le connaît. Ouais. Et tu dis, ah, c'est Jean-Pierre Foucault. Mais t'as rien à lui dire. Moi, personne me connaît. Mais le mec qui me connaît, il a des choses à me dire. On va parler de jeux vidéo, on va parler de Star Wars, on va passer un bon moment. Et il le sait. Donc, ils viennent très simplement et naturellement me voir, très respectueusement. C'est-à-dire, je veux pas te déranger, machin, mais moi, on me dérange jamais, sauf si j'ai un train à prendre, donc ça va. Et donc, on sent la proximité tout de suite avec les gens. Et cette proximité, elle repose pour moi sur un truc essentiel, c'est la sincérité, l'honnêteté. On fait pas semblant. C'est-à-dire que comme je fais 5 jeux par semaine à l'époque dans Level 1, j'ai pas le temps d'y jouer beaucoup et j'ai pas le temps de devenir bon. Et comme je parle en même temps, moi je suis pas une meuf, je peux pas faire 2 choses à la fois. Donc mon cerveau, il choisit. Soit je fais des vannes, des bonnes vannes, bon, c'est pas toujours très bonnes, mais soit je joue bien, mais il faut choisir. Donc je préfère les vannes. Ouais. Donc souvent, je sacrifie un peu le jeu au profit des vannes. Et du coup, je joue pas très bien. Donc ça me rend sympathique vis-à-vis des gens, et drôle, et machin, donc ils m'aiment bien. Et surtout, sincère. C'est-à-dire, je triche pas. Je dis, je suis mauvais, j'assume. L'erreur que j'aurais pu faire, c'est de dire, les gars, le jeu vidéo, c'est mon truc, je suis un professionnel, je vais montrer ce jeu, et on va tout déchirer. Et puis je me retrouve 18e sur 18 dans une course. Voilà. J'ai vu des gens après moi qui s'y sont cassés les dents, tu vois. Donc, surtout ne pas faire ça. Moi, j'ai une devise dans la vie, c'est ne pas péter plus haut que son cul. C'est vraiment très important. Ah oui. Parce que quand tu pètes plus haut que ton cul, tu te mets en danger. À partir du moment où tu fais croire quelque chose, moi, j'ai fait des émissions sur le rétro gaming et tout ça, je prétends pas connaître autre chose que ce que j'ai vécu moi-même. Je connais pas bien Zelda parce que j'y ai pas joué. J'avais un Amiga à l'époque. Et c'est à la limite de la faute professionnelle, mais j'assume. Je peux expliquer pourquoi j'ai pas d'affect pour Zelda, parce que j'avais pas de NES, j'avais un Amiga et dans mon esprit c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas, mais j'assume tout ça. Donc, si tu veux, j'assume tout en toute transparence. Ok, je joue pas bien, mais c'est plutôt rigolo et on s'en fout du moment qu'on passe un bon moment. Et moi, c'est comme ça que je vois le jeu vidéo. Donc, on ment pas sur ça. Et surtout, on ment pas sur la qualité des jeux. C'est-à-dire qu'il y a plein de level 1 où je dis, c'est vraiment de la merde. Et à 70 €, n'achetez pas ça. Je me souviens d'un jeu qui s'appelait Aqua GT, qui était une course de hors-bord, qui était nulle à chier, mais vraiment nul. Et j'ai fini en disant, Aqua GT, à quoi ça sert de l'acheter si c'est pour le GT? Et du coup, tu vois, je me souviens encore du slogan, quoi. Donc je pense que l'éditeur ne devait pas être très content, mais on n'en avait rien à foutre. L'éditeur, on s'en foutait. Pareil pour le fameux jeu de motocross qui était tellement nul que tu appuyais sur le bouton d'accélérateur, c'était la même chose que si tu essayais de bien négocier les virages. Et pour montrer ça, j'ai mis en mode 2 joueurs, j'ai enlevé ma chaussure, qui était en plus une chaussure comme celle-là, et je l'ai posée sur l'accélérateur de la manette, et j'ai fait la course contre ma chaussure. Et ma chaussure a failli gagner. Alors j'adore laisser courir la légende urbaine que la chaussure a gagné, mais en réalité, si vous voyez la vidéo, j'ai vraiment cru qu'elle allait gagner, parce que pour le fun, je la laisse partir devant. Et je fais, ma chaussure va gagner, machin. Et au bout, je m'aperçois que même en faisant bien les choses, j'arrive pas à la rattraper. Et genre, il y avait 12 tours. Et je vois qu'au 8e tour, je rattrape pas, 9e tour, et genre sur le 10e, 11e tour, j'ai quand même réussi à la rattraper et je passe quand même la ligne d'arrivée en tête. Au dernier moment. Mais plein de gens ont dit, ouais, Marcus, c'est le mec qui a perdu contre sa chaussure. Et j'adore, j'aurais dû la laisser gagner en fait. Mais j'aurais fait semblant, j'aurais triché. Et moi, je triche jamais. C'est vraiment. pas toi, Donc voilà. Et puis, quand on fait Tintin Objectif Aventure, c'est vraiment de la merde, comme toutes les merdes qu'ils ont fait, Infogrames, quand ils font Lucky Luke, Tintin, les Schtroumpfs. Ils achètent une licence très chère. Du coup, ils n'ont pas les moyens de créer un vrai jeu. Ils mettent la pression à leurs équipes qui seraient très capables de faire des bons jeux, mais on leur dit non, Tintin, Astérix, Lucky Luke, ça se vend, donc vous allez faire ça. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez reprendre le moteur dessus d'avant, on va juste changer les sprites, et il y aura toujours un entrepôt avec des caisses, et il faudra toujours sauter, et toujours de la même façon, qui est merdique, et ça fait 4 épisodes qu'on leur dit, et ils veulent rien entendre, et les enfants, ils galèrent à jouer, alors que c'est plutôt un jeu pour les enfants. Bref, voilà. Donc, quand ça arrive, moi, je fais Tintin Objectif Aventure et je finis en disant, si vous aimez Tintin, pour 60 €, achetez-vous tout Tintin, mais n'achetez pas cette merde. Voilà. Et puis, arrive Infogrames qui rachète Game One et qui fait Tintin. Et qui, évidemment, a pas trop envie de me laisser dire ça. C'est normal. Eh oui. On les comprend tout à fait. Donc, dès qu'ils arrivent, moi, réunion de rédaction avec Bruno Bonnel qui explique, qui va reprendre, que ça va être super, etc. Et moi, je lève la main, je dis, voilà, moi, je suis journaliste. Depuis le début de Game One, on a acquis la confiance des gens. Ils nous font confiance comme des amis. On ne les a jamais trahis jusqu'ici, et surtout pas pour un chèque, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il faudra tester des jeux Infogrames qui seront mauvais?
Est-ce qu'on pourra dire ce qu'on veut? Est-ce que vous allez nous dire ah, soyez sympa, machin? Pour moi, il n'est pas question que je change quoi que ce soit. Et Bruno Bonnel, le cœur sur la main, dit non, vous avez votre rédac chef, c'est lui qui gère, et voilà. Sauf que voilà, donc ça, ils sont tenus tranquilles la première année, je crois. Et après, Canal+ s'est désengagé. On s'est retrouvé tout seul avec Infogrames. Et là, ils avaient besoin d'argent, et donc ils voulaient qu'on dise du bien de leur merde. Et tous les gens qui passaient de la pub, ils leur promettaient que leur jeu serait bien traité à l'antenne, qu'au lieu de faire un level 1, j'en ferais 4, même si le jeu n'était pas terrible. Ce qu'on faisait parfois pour les Metal Gear, tu vois, les trucs énormes, très attendus. On se disait, OK, on va faire plusieurs émissions. Mais eux, ils facturaient les level 1. Ils facturaient de l'éditorial comme si c'était de la pub. J'ai intercepté des fax et des trucs comme ça, avec les tarifs et tout, de mon émission, sans me le dire en plus. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, je veux pas rester, parce que si je reste, je vais vendre à des gamins Tintin Objectif Aventure en disant c'est super, et les gamins, ils vont dire quoi? Ils vont dire, Marcus, il était sympa, mais il a touché son petit chèque, et là, il me vend de la merde, et il le sait très bien, et quel salaud, quoi. Et ma carrière, elle est finie. Pour moi, ma carrière elle repose sur la sincérité, l'honnêteté et le rapport que j'ai aux gens. Et ça, j'allais le perdre, en fait. Donc, soit je refusais totalement les trucs d'Infogrames, soit j'étais journaliste, et quand tu es journaliste, tu peux faire jouer ta clause de cession. C'est comme la clause de conscience. C'est-à-dire, ton entreprise est rachetée par quelqu'un, tu n'as même pas d'argument à donner, tu veux juste pas travailler pour ces gens. D'accord. Même s'ils font rien de mal, hein, en l'occurrence, ils faisaient un peu de mal, mais voilà, tu as le droit de partir. Si demain Game One est racheté par le Front National, j'ai pas envie de travailler pour eux. non, merci Jordan. Je sais que tu joues à Call of, mais non. Même s'il est très gentil, Jordan, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être un vrai fan de Call of. Il va peut-être faire. J'ai pas envie de travailler pour eux. Je fais jouer ma clause de session, je pars. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai démissionné. J'ai pas été viré du tout. Hein. Et au contraire, eux, ils auraient préféré que je reste et que je les aide à vendre des trucs. Mais voilà. Donc je suis parti et toute l'équipe est partie. Hein. Tout le monde, Bertrand, Alex, Jean-Pat, le directeur des programmes de l'époque, on est tous partis vraiment, il n'y a pas eu que moi. Donc j'ai fait un dernier level 1, on a eu la chance de faire un level 1 en direct, ce qu'on faisait jamais, pour Metal Gear. Sur Metal Gear Solid, qui a traumatisé vraiment toute une génération, les gens m'en parlent tout le temps. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes adieux en direct, sans pouvoir expliquer clairement tout ce qui se passait, mais en disant voilà, moi j'ai votre confiance depuis 4 ans, je ne veux pas la perdre. Aujourd'hui, je me sens obligé de partir si je veux rester intègre et garder votre confiance. Voilà. J'avais vu avec un avocat, il m'avait dit ce que je pouvais dire, pas dire, etc. Il me dit, tu balances pas des infos trop, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et les gens n'ont pas trop compris pourquoi, mais après, j'avais fait un site internet. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc j'ai créé mon propre site pour pouvoir faire une longue lettre d'explication une fois que c'était fini, que j'étais parti, que mon préavis était fait, etc. L'avant Twitter. L'avant Twitter, exactement. Ouais, mais t'as été fort, n'empêche de faire ça. C'était difficile parce que j'avais rien derrière. C'est-à-dire que j'avais pas, je savais pas, il n'y avait pas d'autres chaînes de télé. Les magazines étaient déjà sur le déclin. Il n'y avait plus beaucoup de magazines. Il restait peut-être Console Plus et quelques autres. Donc j'avais vraiment pas, je suis pas parti en me disant je vais faire ci ou ça. Peut-être c'est la fin de ma carrière. J'en savais rien, mais moi, je me dis, si je reste et que je trahis les gens, c'est la fin de ma carrière. Autant avoir une chance de la continuer, même s'il y a un creux, même s'il y a une traversée du désert, j'en sais rien. Je peux retourner travailler dans des magazines. J'avais encore des potes dans des magazines, chez Joystick, des trucs comme ça. Donc, je pouvais espérer ça, mais j'ai pas. Je me suis d'abord occupé de partir. C'est compliqué, hein, juridiquement. Il faut un avocat, il faut comprendre les mécanismes de ça. Est-ce que tu as droit au chômage? Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses. Donc, ce qui était cool, c'est que j'avais droit au chômage et j'avais eu des bonnes indemnités, puisque en tant que journaliste, tu as droit à des meilleures indemnités que le commun des mortels. Donc, en gros, je savais qu'en partant, je pouvais, avec le chômage et tout, j'avais 1 an devant moi où je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent. J'avais 1 an pour trouver autre chose et du boulot. Donc, je l'ai fait. Et voilà, et c'était un crève-cœur parce que évidemment on était bien, puis l'équipe était bien, tu vois. Et puis tu laissais ton bébé, en plus tu laissais Level 1, tu laissais les gens qui te suivaient. Alors le truc c'était justement de ne pas laisser Level 1. J'ai essayé. Je me dis, est-ce que je pars et je les laisse faire ce qu'ils veulent avec Level 1? Je me dis, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai trouvé le titre, je peux peut-être les empêcher de l'utiliser. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas déposé le nom Level 1. D'accord. Donc avant de démissionner, 2 mois avant, je suis allé à l'INPI et j'ai déposé Level 1 en tant que titre d'émission, etc. Et donc, ça coûte, je sais pas, 500 balles, je me souviens plus combien c'était. Et j'étais propriétaire
des droits du titre. Tu peux pas Ouais. déposer un concept. Ouais, Donc ça, je pouvais pas les empêcher. T'avais le Ils nom appellent de ça là l'émission. level 2, je pouvais rien faire. Mais je pouvais les empêcher d'utiliser le titre level 1. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je démissionne déjà. Ouais. Donc choc chez eux et j'ai un préavis de 2 mois. Mm. Voilà. Et au passage, pendant ce temps-là, ils étaient en train de vider, ils faisaient de la place dans les archives, donc ils jetaient à la benne les cassettes des premières émissions, des Level 1, de tout. Et tous les soirs pendant mon préavis, et j'en pâte aussi, on est allé dans la benne récupérer les bêtas qu'ils jetaient pour les sauvegarder. Et ce que j'en pâte à aujourd'hui vient de cette époque-là. Moi aussi, mais moi je les ai redonnés à Game One plus tard. Mais voilà, pour te dire, l'ambiance de Infogrames, c'est qu'ils ils balayaient le passé totalement. c'est Donc ça, ouais. ils jetaient des trucs à la benne. Donc pendant tout ce temps de préavis, il fallait sauver les cassettes comme on pouvait et préparer le futur. Et donc déposer Level 1. Et une fois que j'ai fini mon préavis et que je suis parti, petite lettre recommandée, les gars, j'ai déposé Level 1, je vous interdis de l'utiliser à l'antenne. C'est ma création, c'est mon concept, c'est moi qui ai le titre et j'ai déposé le titre. Et eux, ils disent, bah non, on te fait un procès en dépôt frauduleux de marque. Genre, tu n'as pas le droit de déposer cette marque, elle nous appartient. Je l'ai créé il y a 4 ans avant votre arrivée. Ouais. J'ai trouvé le nom, j'ai trouvé le concept. Expliquez-moi comment ça peut vous appartenir, quoi. Mais il pouvait y avoir dans mon contrat de l'époque de Game One, de Canal+, des petites lignes qui disent tout ce qui sort du cerveau de monsieur Marc Lacombe qui travaille pour nous appartient à Canal. C'était possible qu'il y ait ça dans mon contrat. Ouais, bien sûr. Et il y avait des trucs comme ça dans le contrat de Canal, en fait. Mais comme c'était pas un contrat Canal que j'avais, mais un contrat avec Infogrames, ils avaient trouvé une nouvelle société, il n'y avait pas ces petites lignes. Donc on avait tout ça verrouillé, tu vois, comme mon avocat, il fallait aller chercher très très loin. Donc voilà. Ouais. Donc procès, ça veut dire qu'ils m'attaquent, ils mettent leurs arguments, dépôt frauduleux de marque. Moi je réponds, bah non, vous êtes arrivé après moi, je vois pas comment vous auriez inventé. Eux ils répondent, ah oui mais dans ton contrat il y a une petite ligne, gna gna. Et moi je réponds, oui mais c'est pas ce contrat. Voilà, il y a un millefeuille d'argumentation avec 3-4 passages. Et une fois qu'on a tout ça, et ça prend 1 an et demi, on va chez un juge, on pose ça sur le juge, il dit, machin a raison, truc a raison. Voilà. Sauf qu'on n'a pas eu le temps d'arriver là, puisque Infogrames, ils ont tellement merdé qu'ils ont failli couler Game One à la limite. Enfin, Julien dit le contraire. Il dit qu'ils ont sauvé Game One. Je veux bien le croire. Leur méthode me paraissait pas très cool, mais en tout cas, je pense que sans eux, effectivement, Game One ne serait plus là aujourd'hui. Donc, on peut leur reconnaître ça de toute façon. Voilà. Mais bref, ils se désengagent de Game One et ils revendent au groupe MTV, Viacom, etc. Et du coup, le procès reste en suspens. Et les gens de MTV et Viacom récupèrent ça. Et là, on est 4-5 années après. Et eux, ils ont envie de travailler avec moi. Donc, on se voit. Et ils me disent, écoute, nous, on a un problème. On est en procès avec toi. On t'aime bien. On a plutôt envie de retravailler avec toi. Donc, réglons ce problème. On te rachète la marque. Parce qu'on ne peut pas avoir une marque. Alors, moi, je suis vraiment le nul. Je suis arrivé dans le bureau en disant, la marque, la garde. Par contre, vous êtes des gens sérieux, je veux bien vous laisser l'utiliser. À partir du moment où vous me promettez que vous ne ferez pas du marketing avec, vous ferez ce qu'il fallait faire avec. Quoi. Et il me dit, moi, je lui dis, l'argent ne m'intéresse pas, mais ce que je veux, c'est que cette émission, c'est un outil critique, j'ai envie que ça reste ça. Donc je peux vous laisser l'utiliser, je peux même revenir le faire si vous voulez, mais voilà, c'est tout ce que je veux. Et l'argent ne m'intéresse pas. Et donc après, lui me dit, ok, l'argent ne t'intéresse pas, mais il faut quand même qu'on te rachète la marque, parce qu'on ne peut pas avoir à l'antenne une marque qui ne nous appartient pas. Donc on te rachète, je crois, 1500 balles la marque, ça vaut 10 fois plus. Mais comme j'étais rentré en disant, l'argent ne m'intéresse pas, j'allais pas faire 1500, allez, 4000. Tu vois. Et là tu rentres chez toi et tu t'arraches les cheveux. mais quel con Ouais, non, moi je m'en fous, je suis pas vénal. Et, voilà, mais puis j'étais content de me dire, bon ok, on a le souci du procès en moins, parce que tu sais jamais comment ça peut tourner, ça dure des plombes, ça coûte de l'argent en plus. Et puis je vais pouvoir revenir à Game One et on va faire. Alors, on a fait Retro Game One, on a pu faire autre chose que Level 1. Mais voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Si j'avais été plus avare et avide, j'aurais pu avoir plus d'argent, mais encore une fois, je regrette pas, c'est pas un problème. Si t'avais déposé le let's play aussi. Oui, c'est bien, mais tu peux pas. On peut pas, malheureusement. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Là, justement, avec tout ça, on arrive à la fin de l'émission. D'ailleurs, on va revenir rapidement sur Retro Game One.
Ouais. qui est aussi une émission qui a marqué beaucoup de générations en plus de Level One. Reviens brièvement sur la création de Retro Game One avec le bon Mathias Lavorel. Ah, oui. Comment vous avez créé ça Comment ça arrivait dans votre tête? C'est au moment où je reviens à Game One, on se dit ok, on a envie que tu reviennes, mais peut-être pas sur Level One, parce que il y a toute cette histoire, c'est un peu flou. Entre-temps, Gérard et Johan en avaient fait complètement autre chose. C'est une espèce de circus, et c'était très très bien. Parce que dans un premier temps, Infogrames, ils ont mis, je sais pas si c'était Yannick, mais je me souviens d'un mec qui testait un jeu de bagnole dans Level One. Et je crois que c'est ça. Alors moi, genre sous-entendu, Marcus était mauvais, mais moi je suis un killer. Regardez, les courses de bagnole, ça me connaît, on y va et tout. Et puis le mec, il joue, et puis il commente, et puis il est 18e, et puis il se concentre, et il est 16e, 15e, mais il s'aperçoit qu'il anime plus, parce qu'il est concentré. Oui. Donc il se remet à parler, il dit, oh là, il y a 12 circuits, et hop, re-18e. Et je voyais les gouttes de sueur, et le mec, il se met la pression tout seul, et il dit, je suis un killer, et puis il faut le prouver que t'es un killer, et tu peux le prouver que si t'arrêtes d'animer, que t'es concentré sur le jeu. Et c'est pas ce qu'on me demande. Donc voilà ce qu'ils voulaient faire de Level One, Infogrames, et ça marchait pas en fait. Ouais. Donc c'est très bien que Gérard et Yannick et les autres aient en effet une espèce de cirque très rigolo qui avait plus rien à voir avec le jeu vidéo au final. Mais c'est très bien ce qu'ils en ont fait. Mais du coup, c'était pas clair si moi je revenais avec Level One concept original. C'est comme le Coca Light ou machin. Au bout d'un moment, tu sais plus voilà ce qui est qui. Donc l'idée c'est de venir avec autre chose. Concept, Et à l'époque, ils avaient Mémoire vive d'Alex Pilote, créateur de No Life, un peu plus tard, qui était un truc génial de rétro gaming pour les nostalgiques. On voyait les jeux, mais alors dans leur jus, il n'y a quasiment pas de montage, c'était presque en plan séquence. Un niveau d'un jeu avec le son de l'époque, la musique de l'époque, et des petites bulles de texte. Ce Shoot 'em Up est sorti en 95, il est considéré comme l'un des meilleurs, mais pas beaucoup de texte en fait. Et donc Jean-Marc, directeur des programmes à l'époque, me dit on aimerait bien faire quelque chose avec ça, pour que ça parle plus aux jeunes générations. Là, ça parle aux vieux. Mais les jeunes, je pense que déjà, ils n'ont pas envie de lire. Et il faudrait enrober ça, quoi. Écoute, on peut remettre dans le contexte de l'époque, faire des petits sketchs, des trucs, peut-être des images d'archives. Je dis, par exemple, typiquement, en 92, c'est la chute du mur de Berlin, et les jeux en vogue dans le jeu vidéo, c'est des casse-briques. C'est quand même drôle d'avoir des mecs qui cassent un mur en Allemagne, et à côté, des casse-briques. Donc, prenons les archives de l'INA, des mecs avec des jogging moches d'Allemagne de l'Est des années 80 en train de péter un mur, et puis moi, j'explique que c'est quand même drôle. Mais on n'a pas les moyens d'avoir des images d'archives de l'INA. Je dis, on va les faire nous-mêmes. Donc, je me retrouve avec un casque à pointe et un monocle, avec un gros accent allemand, une masse, en train de casser un mur en Lego. C'est la chute du mur et nous jouons à des casse-briques. C'est complètement nul. Mais c'est drôle. Et du coup, ça fait rire des ados, ça fait rire des gens, et même les parents qui regardent derrière. Je dis, mais c'est qui ces débiles? Exactement. Et ils s'intéressent et ils se disent, il y a une vraie histoire du jeu vidéo, en fait. Et voilà comment on en vient à créer Retro Game One. Donc, on a fait les 40 premiers. C'était quand même assez long pour pas cher. Je crois j'ai dû être payé de 4000 balles pour les 40 premiers. Genre, c'est 100 € par épisode pour les écrire et les tourner. Enfin, c'était vraiment que dalle. Et c'était beaucoup de travail. Mais c'était un régal. Et on récupérait les images de Mémoire vive pour illustrer. C'était ça la base. C'était récupérer ces images et les enrober avec autre chose. Et donc, moi, Mathias, c'était un spectateur qui écrivait très bien. Donc, on se faisait des petits échanges de mails et c'était très drôle. Et je m'étais toujours dit, il écrit bien, il est drôle, il faudrait qu'il travaille avec nous un jour. Et depuis des années, j'essaie de le faire rentrer à Game One, mais tu sais comment c'est tout petit. Il n'y a jamais de poste qui se libère, etc. Donc, j'arrivais pas à le faire rentrer. Et là, c'était trop d'écrire tant d'épisodes de Retro Game One. Je me dis, je vais demander à ce que quelqu'un m'aide et je voudrais que ce soit Mathias. Et c'est comme ça que j'ai fait rentrer Mathias à Game One et on s'est mis à écrire tout ça. Voilà. Quelle histoire. Et comme on a le même humour pourri, ça collait très très bien et on se répartissait les sujets et tout et ça partait dans des délires incroyables. Puis avec de la figuration, Mathias, on le voit dans les on l'a vu plusieurs fois. D'ailleurs, Mathias, on t'embrasse si tu regardes cette émission. Marcus, on arrive à la fin. Est-ce que un jour tu as songé à tout arrêter? J'aimerais savoir si ça t'a traversé l'esprit. Non, vraiment, je dis toujours, je mourrais sur scène une manette à la main comme Molière, tu vois, le plus tard possible. Non, vraiment, tant que ça m'amuse et que j'ai plaisir à le faire, j'ai la chance incroyable de faire ce que j'aime avec des gens que j'aime. Et les deux, pour moi, c'est vital. C'est-à-dire, autant m'amuser tous les jours, me lever tous les matins en me disant j'ai envie et ça va être drôle et ça va être sympa. Et je vais voir des gens que j'aime. On est passionnés par les mêmes choses. Ça nous rassemble, même les différences d'âge. Tu vois, on travaille avec nous Titeuf, Sora, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Mais on a le même amour du jeu vidéo, de la pop culture en général. Et ça nous rapproche vraiment. Et du coup,
il n'y a pas trop d'écart de génération. Moi, je suis toujours le plus vieux partout où je vais, mais je ressens pas l'écart en fait. Et je pense que ça me maintient un peu vivant, éveillé. Je vois beaucoup de gens sur les salons, je vais beaucoup à la rencontre des gens, systématiquement, je demande l'âge des gens. Ils font toujours 10 ans de moins que leur âge, quasiment tous. Hein. Et ça, c'est, je pense, parce que le jeu vidéo les maintient. Ils sont dans la convivialité, dans le partage, dans l'émerveillement permanent du jeu vidéo, de la pop culture et tout ça. Alors que des gens plus jeunes, encroutés dans des petites vies un peu pépères, n'ont pas ce truc un peu brillant, un peu pétillant dans leur vie. Et ça les vieillit prématurément, je pense. Ouais. Donc moi, c'est ma source de jouvence. Les gens ils disent souvent, c'est à cause du joueur du grenier qui avait mis 2 photos de moi à 20 ans d'intervalle et c'est vrai que c'est la même tête. Et il dit, mais il vieillit pas, c'est un vampire. Voilà. C'est vrai. Donc à la légende, Marcus c'est un vampire. Mais vous regardez des vidéos de moi il y a 25 ans, vous allez voir que c'est pas vrai du tout. Mais j'ai eu la chance de pas vieillir physiquement pendant jusqu'à mes 40 ans à peu près. Je dirais qu'entre 25 et 40, j'ai pas tellement changé. Alors 40, 50, j'ai bien pris et ça a changé, mais j'ai eu cette chance, si tu veux. Mais mentalement, voilà, je reste j'espère, ouvert à tout, quoi, et toujours envie de partager avec les gens. Donc j'arrêterai jamais. Écoute, j'espère qu'on te verra encore pendant plusieurs années sur nos écrans et sur les différents projets que tu mettras en place. Marcus, j'ai pour coutume de finir toujours l'émission La Capsule par 10 questions totalement random. D'ailleurs, tu m'avais passé des magazines avec des questions dedans dont je me suis inspiré. Ah, génial, j'adore. Ce magazine Empire, si vous aimez la pop culture et le cinéma, un magazine anglais très bien. Et du coup, on finira sur ces 10 petites questions. Okay. Alors, la première question, c'est quel est le film que tu as le plus vu dans ta vie ? Ça se joue entre Star Wars et les Tontons Flingueurs. C'est vraiment, je suis malheureux si je vois pas les Tontons Flingueurs une fois par mois. Ou Ne nous fâchons pas, c'est mes 2 préférés. On va quand même mettre Star Wars parce que c'est vraiment ce qui est le plus geek et ce qui a conditionné ma vie. Mais je le mettrais presque à égalité avec les Tontons Flingueurs parce qu'il y a le côté écriture des Tontons Flingueurs et humour. Les 2 sont présents dans ma vie. C'est-à-dire la pop culture, les univers fascinants, c'est Star Wars. Et écriture, rigolade, jeu de mots. J'adore Kaamelott, par exemple. Alexandre Astier, c'est l'héritier d'Audiard, quoi. Vraiment, il y a vraiment un langage qui est génial. Et mon métier de journaliste, de fait d'écrire, etc., après de transposer ça à la télé, ça vient de là. C'est mes 2 sources d'inspiration principales, je dirais. Star Wars et les Tontons Flingueurs. Ok, super. T'avais qui en poster dans ta chambre d'enfant ? Quelle star ? Alors, des stars, et pendant longtemps, c'est bizarre, mais j'avais un immense poster affiche de cinéma d'Elephant Man, ce qui est hyper Elephant Man, c'est sinistre. Ouais, j'avais adoré ce film, il m'avait bouleversé, un film de David Lynch sur John Merrick. C'est une vraie histoire en plus, un mec qui avait une maladie terrible qui le déformait totalement, qui donnait l'aspect vaguement d'un éléphant. Et j'avais adoré ce film. C'était un film en noir et blanc, alors que c'est sorti dans les années 80. Tu faisais pas des cauchemars dans ta chambre la nuit en te réveillant ? C'est vraiment... voilà, ça me touche beaucoup. Je peux être très ému par le cinéma. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de films de Charlie Chaplin avec des moments émouvants qui me font pleurer. Et Elephant Man, vraiment... je sais pas, ce côté, il est content. Mes amis, il a des amis à la fin. Il y a un truc bouleversant, je sais pas pourquoi ça me touche plus qu'autre chose. Et j'avais ça au-dessus de mon lit, c'était sinistre quand j'y pense. J'avais pas de Justin Bieber. Tu vois, voilà. Mais ok. Mais mon idole de jeunesse, c'est quand même Marty McFly, quoi. Voilà, j'aurais rêvé d'être Marty McFly. Si j'avais eu un poster de quelqu'un. J'avais d'ailleurs le poster de Retour vers le futur, il est très très beau avec la DeLorean et Marty. Voilà. Mais voilà, allez, Marty McFly, c'est mon idole. Ok. Si on faisait un film sur ta vie, tu choisirais qui en acteur pour t'incarner justement ? Tu sais, je suis le sosie de Monsieur Trololo. Tu vois ce mème, c'est un chanteur russe des années 70 et vraiment trop je lui ressemble et il chante la 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 la. Je vous invite à googler Monsieur Trololo, vous allez dire c'est dingue, c'est Marcus. Alors je crois qu'il est mort malheureusement. Mais il aurait fait un bon Marcus, voilà. Okay. Je sais pas s'il était comédien, il était chanteur en tout cas. Je sais pas, alors à Brad Pitt, ce serait prétentieux, mais j'ai rencontré ma femme sur un site de rencontre. D'accord. Je ne sais pas dire la marque, mais mon pseudo c'était Brad Pitteux, la version leader price de Brad Pitt. Ça a marché, tu vois. Ça a marché, mais au moins honnête, jusqu'au bout. Donc rien à voir avec Brad Pitt. Voilà. Donc allez, je dirais Brad Pitt juste pour le fun. Ok, ça marche. Ton tout premier animal de compagnie, c'était quoi ?
Ah, c'est un petit chat. Ça s'appelait Poupoune. C'est une petite chatte. Poupoune, Ma d'accord. maman l'avait recueillie dans la rue et voilà, très 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 mignonne Poupoune. Je la salue, elle est au paradis des chats Ouais, maintenant. on l'embrasse. Ouais. Ton héros préféré, all time? Ah là là. Oh. Ah, c'est dur, c'est dur. Ben, je suis pas très fan de Luke Skywalker. Je trouve pas qu'il soit très charismatique. En revanche, Han Solo. Ah. Voilà, j'ai toujours eu envie d'être Han Solo. Ou James West aussi, j'adore. Ouais. J'adorais les mystères de l'Ouest. Ouais, tu je vois. vois, je vois. Petit, vraiment, je rêvais d'être James West. Après, ça a été Han Solo. Dans les années 80, Marty McFly. Aujourd'hui, j'ai pas trop de héros. Ce serait un mélange entre les trois. Ouais. Marcus, du James coup. Marty, James Marcus McFly. Je sais pas comment le définir. Marcus, si tu pouvais revivre un jour dans ta vie, ce serait lequel? Waouh. Waouh. Enfin, toute ma vie, c'est que des jours bien. Alors, faut en choisir un. Un jour ouais, que t'aimerais revivre, qui t'a marqué. Le jour où j'ai foutu un coup de pied à ma grand-mère, et je le ferai pas. Ouais, ouais. Je ferai pas ça. Tu lui ferais un câlin. Mais peut-être que ça me change. Voilà, exactement. Mais peut-être que ça changerait aussi ma vie. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette petite leçon-là ce jour-là, je serais peut-être pas aujourd'hui si attentif aux autres, un peu bienveillant, etc. Tu vois. Donc, j'aimerais annuler ça. Ouais. Et s'il y a un truc aussi, c'est quand je pars de Game One, eh ben, je devrais aller sur YouTube et faire ma chaîne YouTube. Je serais Squeezie aujourd'hui. Allez, Je on serais note, on riche note. comme Squeezie. Notez ça. Notez Voilà. ça. Donc, si tu me laisses 2 jours, j'efface le coup de pied à ma grand-mère et je me mets sur YouTube à mon départ de Game One et je deviens Squeezie. Finalement, je suis le premier au monde à faire du let's play à la télé et j'aurais été le premier au monde à le faire sur YouTube parce qu'à l'époque, personne ne le faisait encore. C'est vrai. Donc, voilà. Si j'avais un truc à refaire dans ma carrière, ce serait ça. C'est peut-être le seul regret de ma carrière que j'ai, d'avoir raté le virage YouTube. À l'époque, la télé, c'était au-dessus de YouTube. Oh, oui, YouTube, oui. c'est des petits mecs dans leur chambre avec leur webcam. Et la télé, c'était quand même autre chose. C'était un rêve. Moi, j'étais élevé à Canal+, et tout. Travailler à la télé, c'était le sommet. Pour moi, aller sur YouTube, ça aurait été en dessous, si tu veux. D'accord. Et alors que maintenant, c'est plus l'inverse Oui, en réalité. ouais. Ok, bon, bah, peut-être que c'est pas trop tard. Hein. Tu peux peut-être arriver sur YouTube. C'est pas prochainement, toi. hein, Je ça. suis sur Twitch. Exactement. Rejoignez-moi. Marcus The Boulet. 7e question, tu verras, c'est plusieurs questions que je vais te dire à la volée. Tu dois répondre avec un seul mot. Donc, première question, par exemple, c'est PlayStation ou Nintendo? Oh, putain, t'es dur. PlayStation, quand même. Ok. J'adore Nintendo et Mario Kart, c'est mon jeu préféré. Mais PlayStation, ils ont changé l'histoire du jeu vidéo de manière fondamentale. Nintendo aussi, hein, mais Nintendo, ils sont restés gamins. Grâce à la PlayStation, aujourd'hui, on a le droit d'être adulte et de jouer. Et ça, c'est encore plus fort que d'avoir juste développé de jeux vidéo, je trouve. Yes. Été ou hiver? L'hiver pour la raclette. Caleçon ou slip? Boxer, c'est entre les deux, non? Boxer, Moi, ouais, toujours ouais. des boxers. Chien qui parle ou chat qui paye le loyer? Attends, chaque... Quoi? Ouais. Est-ce que t'aimerais avoir un chat qui parle ou un chien qui te paye le loyer? Le concept est pas mal. La maison est finie de payer, alors plutôt un chat. J'aimerais bien qu'il me parle, mon chat. Ouais. Ce serait cool, ouais. Un monde sans moustiques ou sans Julien Telouk? C'est horrible. Oh bah sans moustique, aucune hésitation. Non, sans Julien, ce serait trop nul le monde. Julien, je l'adore. On est très différents tous les deux, mais on se complète vraiment bien. Et Ouais. j'adore son humour. Ah oui. Il a vraiment un humour pince sans rire incroyable. Et là, j'ai fait du Julien Telouk la semaine dernière. Mon ami Dindin m'envoie un petit SMS. Il me dit: aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Alors, je voulais te souhaiter une bonne journée de la gentillesse. Et je lui réponds: va te faire foutre. et derrière, j'ai fait du Julien Telouk. Je sais pas faire d'habitude. Et j'étais tellement content. Et je raconte ça à Julien. Je lui dis: regarde, Dindin m'envoie c'est la journée de la gentillesse, machin. Et il me dit: t'as répondu va te faire foutre. J'ai dit: mais mot pour mot, mais mot pour mot. Incroyable. Il est Donc, tellement comme ça, mais on l'adore. voilà. Ah Julien. bah je l'adore. Non, les Ouais. moustiques non, mais Julien ouais. Ah Bien non, sûr. non, c'est pas possible. Elle est drôle la question, elle est drôle. Si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait lequel? Téléportation quand même, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pouvoir tout de suite être où tu veux, c'est bien, ouais. Puis alors, oui, cambriolage au Louvre et tout, c'est pas mal. Il y a des sous à se faire en plus. Non, c'est vrai, ouais, téléportation. Tu n'as pas à te soucier de l'argent, tu vas pouvoir en piquer à des gens très riches. Tu vas chez Liliane de Bettencourt, tu vides à l'intérieur du coffre, tu te téléportes à l'extérieur. De toute façon, elle s'en rendra pas compte. Donc, ouais, bien. Téléportation. Le métier que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas fait toute ta carrière là. Petit, je voulais être clown. Ah ouais, Ouais. clown. Ouais.
Bon, on n'est pas très loin aujourd'hui. Ouais, exactement. Clown ou archéologue. J'adorais les dinosaures. Donc, j'avais envie de faire archéologie ou même, t'as le droit de faire une école de cirque tellement j'avais envie d'être clown. Ah ouais. Et puis un jour, on est passé derrière un cirque et j'ai vu un mec avec un demi-maquillage de clown en train de fumer une clope derrière une carrière. J'ai dit, oh, Krusty ça a pas le l'air clown. si- Exactement, Krusty. Ça m'a calmé direct. Ok. Mais si tu regardes bien, Retro Game One, je fais le clown et je suis archéologue Exactement, des jeux ouais. vidéo, donc finalement j'ai réussi. Exactement, Furet. Si tu pouvais dire un mot à Marc de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? mot ou une phrase, hein. Qu'est-ce que je dirais Continue à faire l'andouille, c'est pas mal en fait. ouais, j'ai pas. Je sais pas quel conseil il faudrait me donner. Ouais. Reste comme tu es. Voilà, fais ce que t'aimes avec les gens que t'aimes. Essaye de viser ça. Pas forcément l'argent ou le pouvoir ou la notoriété, mais fais ce que t'aimes avec des gens que t'aimes. Ça doit être ton guide dans la vie. Et j'ai suivi ça sans m'en rendre compte, en fait. Ça s'est fait naturellement, mais j'ai eu la chance, hein, parce que tout le monde ne choisit pas, malheureusement. Ouais. Mais moi, j'ai cette chance-là. Donc, je me dirais, ouais, accroche-toi à ça. Pour moi, c'est le principal dans la vie. Tout le reste découle de ça, quoi. Écoute, super. Marcus, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Continuer à geeker avec les petits amis qui me suivent depuis 30 ans maintenant. C'est un bonheur. La relation que j'ai avec les gens qui regardent Game One, et même parfois d'avant, hein, qui lisaient Console Plus ou Tilt, pour moi, c'est ma plus belle réussite dans ce métier. C'est pas facile de durer déjà, et durer en ayant toujours l'affection des gens. Et c'est vraiment c'est une affection hyper forte. C'est vraiment... on sent de l'amitié, vraiment de l'amitié. Et je pense qu'il y a peu de gens du spectacle qui ont ça. Il y a des fans absolus, un peu de manière irraisonnée. Tu vois, tu peux être fan de Brad Pitt, machin, mais finalement, tu n'as rien à lui dire à Brad Pitt, quoi. Alors que moi, les gens, ils ont des choses à me dire. On peut passer l'après-midi à jouer à Mario Kart. Et si j'avais le temps, je le ferais. Mais voilà, c'est cette espèce d'amour que je reçois en permanence. Et pour moi, c'est très, très, très important. Très bien. Marcus, merci beaucoup d'avoir été là dans la capsule. De rien, merci pour tout, merci pour l'histoire. On rappelle que tu as sorti... Ah oui, il y a 400 pages. Il y a un résumé. Le pavé. Oui, on rappelle que tu l'as sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est disponible partout. Ouais, tout à fait. Ouais. Aux éditions Pix & Love. Marcus, payé pour jouer, avec Jérémy Léger, un journaliste qui m'a interviewé. On a 70 heures d'entretien qui se sont transformées en 400 pages très illustrées. Vraiment super édition chez Pix & Love. Ils nous ont régalé. Ils ont mis des photos magnifiques. Le papier est superbe. Alors, c'est super lourd à trimballer dans les valises pour les souvenirs. Avec mes drôles de dames. Oui, j'ai commencé à la lire. Moi, je suis vers le milieu là. Franchement, on apprend vraiment tout sur ta vie. Ouais, il y a mon enfance en partie, mais voilà. Et tout ce qui fait que je suis aujourd'hui Marcus, quoi. Exactement. Marcus, payé pour jouer, vous pouvez le retrouver partout. J'adore ça. Merci beaucoup Marcus d'avoir été là aujourd'hui. De rien, Amine, c'est un bonheur. Je te souhaite longue vie à ton émission. C'est très sympa à faire. Je sais que tu as eu des gens cool et qui étaient ravis d'être là tous. Yes. Donc je pense que toi aussi, tu as un grand avenir et bientôt tu seras sur ton propre canapé. Peut-être en image de synthèse, tu t'intervieweras toi-même dans le futur. Peut-être avec l'IA. Ouais. Merci beaucoup Marcus. De rien, mon grand. Et on se revoit bientôt. Ouais, avec plaisir. Ciao.